Alors, peut-être d'abord, parce que ça fait quoi, plus de 2 mois là, on va essayer de se resituer un petit peu où est-ce qu'on en était, et puis voir comment est-ce qu'on avance. Donc, ce qu'on a essayé de faire jusque-là, c'est d'essayer de voir comment, euh, dans le devenir de l'humain, de la personne humaine, en fait, émerge la confiance. Voilà, on a bien vu comment est-ce que la situation première de la gestation détermine un mode de dépendance et une certaine mode de fusionnel sur le plan vital, hein, voilà, qui très certainement est à l'arrière-plan de la manière affective de vivre la confiance, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur parce que ça veut dire qu'on a donc commencé dans le fait de se fier à quelqu'un, parce qu'on n'a pas le choix. Pour le pire parce que ça risque de devenir un modèle. Enfin, le philosophe aime bien dire que le premier génétique, c'est-à-dire le premier dans l'ordre du devenir, joue un rôle énorme. Le premier chien que je rencontre, s'il me mord ou s'il est gentil, les premières personnes humaines avec lesquelles j'ai vécu, c'est-à-dire mes parents normalement, ou ce qu'on appelle les pourvoyeurs de soins, jouent un rôle clé. Si ma vie s'est mal passée de 0 à 6 ans dans la relation aux animaux, dans la relation à mes grands-parents, dans la relation à mon père, à ma mère, à mes frères, à mes sœurs, à l'école, tout ça, ça joue un rôle, ce qu'on appelle en philosophie de causalité exemplaire. Ça reste comme une espèce de... Ça s'imprime, c'est la première chose qui s'imprime en moi. Voilà. Donc dans certains cas, il faut se sortir de cette première impression. Parce que la première impression risque toujours de nous enfermer. Voilà. Donc cette première impression de la relation de l'enfant à sa mère, enfin, il ne sait pas que c'est sa mère d'ailleurs, mais à l'autre dans la gestation, peut avoir une double fonction de favoriser la confiance, mais, ou bien d'idéaliser et de rêver de retrouver la même. Voilà. Par exemple. Voilà. Donc on a vu ça et on a vu que finalement c'est dans l'espace précisément familial que se fabriquent les premières relations de confiance, se fabriquent aussi les premières réactions de défiance. Et que finalement, le parcours de la personne de 0 à 6, mais plus largement de 0 à 20 ans, crée des dispositions à la confiance. Donc sur ces 20 ans, il y a des choses où, année après année, certains plis qui favorisent l'écoute sereine dans l'altérité de la réalité qui est devant moi se sont faits. Mais aussi certains obstacles ou certains échecs se sont imprimés en moi. Voilà. Si de manière récurrente, je vous dis, la relation au frère ou à la sœur, par exemple, a été un échec, eh bien, ça crée une disposition inverse, ça crée une antidisposition, ça crée une disposition à la méfiance, en fait. Il y a des choses qui créent des dispositions à la confiance et des choses qui créent des dispositions à la méfiance. Évidemment, ça serait trop beau si on pouvait scanner tout ça. À l'âge de 20 ans, on fait ta cartographie des dispositions à la confiance et puis, moyennant quelques petits trucs, on te répare ça et on remet les circuits à l'endroit et tout va bien, madame la marquise, mais ce n'est pas le cas du tout. Voilà. Donc nous avons... et souvent dans notre vie, par l'expérience et aussi des fois par le fait de réfléchir avec quelqu'un, enfin de prendre le temps face à quelqu'un, dans un accompagnement, quel qu'il soit, d'essayer de prendre conscience de cette cartographie intérieure, de ce qui favorise, de ce qui est plus facile pour moi dans la relation de confiance, de ceux qui rêvent d'une confiance inconditionnelle et fusionnelle en moi, de ceux qui ne croient pas à la possibilité de la confiance ou de ceux qui, en moi, a des difficultés à la confiance. Souvent, en n'étant pas... Enfin, souvent c'est en dialoguant, mais aussi on voit bien que de manière récurrente, il y a des circonstances, des situations qui se reproduisent, des types de personnes avec qui c'est difficile. Voilà. Donc on arrive à... Très souvent d'ailleurs, on peut aussi, par rapport à soi, avoir confiance dans certaines dimensions de soi et pas du tout confiance dans d'autres. Et des fois, on peut avoir une confiance excessive, on est dans la présomption, on croit que là, il n'y a pas de problème, on va y arriver, puis paf, en fait, on n'y arrive pas du tout. Et d'autres, au contraire, on estime qu'on ne va jamais y arriver, et bizarrement, on a des compétences. Oui, c'est très... Donc, juste la petite parenthèse, oui. on avance avec nos sacs, c'est-à-dire nos systèmes autocompensés. Tout à fait. Patrick Latour. Tout à fait. Et les systèmes compensés, c'est ces endroits où, en fait, on n'a pas tout à fait accès au réel. Le réel est déformé dans l'accès qu'on y a, et donc, il n'y a pas de relation de fluidité, on va dire. Il n'y a pas de fluidité entre nous et les choses.
Voilà, donc ça nous dit aussi toute la richesse et la complexité de l'espace familial comme espace d'apprentissage de la confiance. Et ça ne suffit pas à faire une philosophie de la confiance. Mais ça permet de voir c'est quoi la confiance d'un humain, dans quoi ça se fabrique la confiance d'un humain. Ce qu'on a vu aussi, c'est que du coup, dans cette confiance, il y avait, on peut dire, 3 dimensions de la confiance. La première, c'est la confiance dans les personnes. Deuxièmement, il y a la confiance en soi. Alors, on observe qu'il y a une relation. Quelqu'un qui a que confiance en l'autre et pas du tout en lui, c'est pas tout à fait en l'autre qu'il a confiance. Il a confiance dans ce qui lui remplace lui. Enfin, vous voyez, pas simple. Je peux faire une confiance. La confiance là au sens fort, c'est la confiance éclairée, c'est-à-dire dans laquelle, on le reverra, je distingue ce en quoi la personne m'aide de la personne qu'elle est, de qui elle est. Donc il y a la confiance en soi. Y a-t-il une confiance en soi sans aucune confiance dans l'autre? Non. L'expérience montre que non. C'est pas possible. Par contre, il peut y avoir une confiance dans l'autre avec une faiblesse de la confiance en soi. Ça ne suffit pas de faire confiance à l'autre. Parce qu'il faut tout simplement, dirait Ricoeur, se découvrir soi-même comme un autre. Et puis, plus profondément, et c'est ça ce vers lequel on s'est tourné, c'est qu'il y a une confiance dans la réalité. Et cette confiance dans la réalité, elle a quelque chose de plus profond que la confiance en l'autre ou en soi. Et que même d'ailleurs les gens qui n'ont confiance en rien du tout, ou qui sont dans un état de folie profonde, gardent quelque chose d'une relation réelle, qui est une relation, comprenez bien, qui n'est pas de confiance travaillée, qui est de confiance instinctive. L'humain ne peut pas s'empêcher d'adhérer au réel. Alors il peut mentalement prétendre que le réel n'est pas le réel, qu'il a l'air d'être le réel mais qu'il n'est pas comme ça. Enfin, tout ça c'est du secondaire. Mais de manière primaire, c'est le propre de l'esprit et de la sensation d'ailleurs. Le réel est très originellement imprimé au fond de nous. Et c'est très étonnant, c'est que avoir confiance dans le réel, on ne doute pas que le matin se lève, quoi. On ne doute pas qu'il fait jour. Alors qu'on peut douter de tout le monde. Donc il y a quelque chose de très très radical là. Ça ne suffit pas pour vivre, mais c'est fondamental. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que avoir confiance dans l'existence, c'est-à-dire au fond, se projeter spontanément de manière positive vers le futur. Vers le futur proche d'ailleurs, il n'y a pas besoin de se projeter vers un futur lointain, est une résultante de ces 3 niveaux de confiance. J'ai confiance, pour avoir confiance dans l'existence, il faut que j'ai cette confiance dans le réel, mais il faut que si j'ai confiance en l'acteur premier de mon futur qui est moi-même, et il faut aussi que j'ai confiance dans les interlocuteurs inévitables de mon futur que sont les autres. Vous voyez, donc en gros, la confiance dans l'existence, vous avez des gens, ils ont confiance dans l'existence. Ils trouvent que c'est sympa de vivre, que la vie c'est plutôt bien, que même s'il y a des épreuves, voilà. Mais vous pouvez creuser, vous verrez que ça c'est la résultante d'une expérience suffisamment forte de la confiance dans le réel, la confiance en soi et la confiance dans l'autre. Alors, ça ne solutionne pas, hein. On peut avoir confiance dans l'existence, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens dont on ne se méfie pas. Parce qu'on t'a toujours dit que les gens qui n'ont pas la même couleur de peau que toi ou qui ne parlent pas ton langage, ou les gens de l'autre côté de la vallée, là, sont des gens méchants. Voilà. Donc oui, c'est pas... Je pense que c'est bon, peut-être dans un premier temps, de s'arrêter un tout petit peu sur qu'est-ce que c'est que cette confiance dans le réel. Puisque finalement, donc vous voyez, ça c'est le travail du philosophe, de prendre conscience de manière plus aiguë de cette espèce de zone très fondamentale sur laquelle nous ne nous attardons pas, précisément parce qu'elle est instinctive
et qu'elle existe chez tous. Alors si ceux qui s'y intéressent, c'est ceux qui ont affaire à des cas psychiatriques graves. Quand vous êtes face à de la folie profonde ou à du handicap psychique extrêmement profond, donc de gens qui n'ont manifestement pas conscience, enfin, qui n'ont pas de conscience réflexive. C'est la dissociation du réel Voilà. dans la psychose. Voilà. Et dont on voit bien que non, ils n'ont pas accès à, comment dire ça, à une objectivation du réel. Voilà. Il n'y a pas d'objectivation du réel. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas accès au réel. Oups. Parce que même la personne psychotique, quand elle se cogne la tête contre le mur, elle a mal. Mais elle n'est pas capable d'objectiver. Dans certains cas, on voit bien, on peut être dans un état tel qu'on n'objective plus le danger, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas qu'on a mal. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent plus le froid, le chaud. On peut réussir. Voilà, nous, on avait un frère qui est au ciel maintenant et qui ne percevait plus le chaud du froid. Ne distinguait plus le chaud du froid. Il était capable de mettre la main dans de la glace et d'avoir le sentiment que c'était chaud. Et de se retrouver dans un endroit où il faisait relativement chaud et de penser qu'il faisait froid. Voilà. Donc c'est aussi une dérégulation qui peut être liée à la fois à la perception et aussi à hormonale, mais c'est pour dire que je peux continuer à percevoir le réel même si je ne suis pas capable de l'objectiver. Et ce qui m'intéresse, c'est cette perception fondamentale du réel. On pourrait presque dire, pour paraphraser Aristote qui dit que le vivant ne peut pas vivre sans le toucher, que nous avons naturellement et de manière préconsciente et de manière auquel il est impossible de faire barrière, le réel dans la peau. Mais d'avoir le réel dans la peau ne me suffit pas à le connaître de manière objectivante. Et donc ça veut dire que d'une certaine manière, si le réel est en moi avant même que j'ai pu l'objectiver, c'est donc qu'il y a une relation de, comprenez bien, hein, de confiance inconsciente dans la réalité. D'ailleurs, la personne psychotique identifie un certain nombre de mouvements réflexes qu'elle est capable de réitérer avec des effets. Elle voit bien que le balancement, ou au contraire de se faire du mal, va déclencher qu'il y a une relation de cause à effet entre tel type de mouvement et tel effet, ce qui montre bien qu'il y a une connaissance du réel. Voilà. Et donc ce qui m'intéresse, c'est de quoi est constituée finalement cette confiance, on pourrait dire première, radicale, fondatrice, fondamentale. Pourquoi est-ce que je veux l'identifier comme philosophe ? Parce que c'est celle à partir de laquelle je vais pouvoir évaluer les autres. Comprenez bien, puisqu'elle est première. Et c'est aussi celle sur laquelle je peux m'appuyer pour rééduquer la déformation de la relation de confiance. Quand je l'analyse, alors comprenons bien, hein, pour analyser cette confiance, il faut d'abord percevoir ce dont je suis en train de parler, et puis il faut réussir ce qui est plus long à la conscientiser et à s'apercevoir qu'il y a plusieurs choses dans cette expérience fondamentale. La première chose, c'est ce que le philosophe ne voit pas tout de suite, mais qui voit au bout d'un instant, c'est ce qu'il appelle le jugement d'existence. C'est-à-dire que en nous, non pas par la sensation, mais par l'esprit, il y a, comment vous dire ça ? Alors ça va paraître contredire ce que je disais tout à l'heure, une objectivation élémentaire du réel. L'humain ne peut pas ne pas savoir que ceci est. Il peut ne pas savoir ce qu'est ceci, il peut ne pas être capable d'objectiver que ceci est, mais il ne peut pas ne pas savoir que ceci est. L'être des choses, alors là c'est plus dans la peau, l'être des choses s'inscrivent au fond de moi avec une objectivité qui transcende toutes les déformations sensorielles. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que c'est. Alors vous allez me dire, oui, mais le propre de l'illusion ou de l'hallucination, c'est qu'on croit voir des choses qui sont.
Oui, l'espace d'un instant. Si j'avais les moyens de le vérifier, dès que j'ai les moyens de le vérifier, je vois bien qu'elles ne sont pas. Ou dès qu'on m'aide à vérifier qu'elles ne sont pas, je vois qu'elles ne sont pas. Les hallucinations tactiles existent, elles sont beaucoup plus rares que les hallucinations auditives ou visuelles. Et précisément, j'apprends à distinguer ce qui me paraît être et ce qui est. Je n'accède pas à ce qui est sans aucune sensation, mais la sensation la plus élémentaire qu'est le toucher suffit à me donner accès à ce qui est sans que je sache ce que c'est. Enfin, vous savez, moi j'ai vécu ça une fois de manière très impressionnante. J'allais chez mon oncle et ma tante, il y avait un perron, je saute par-dessus, au lieu de prendre l'escalier, je veux sauter directement sur le perron. Je commence par entendre un bruit sourd. Deuxièmement, je me vois repartir en arrière. Troisièmement, j'ai mal au front. Quatrièmement, j'identifiais qu'il y avait une vitre. Et je me souviens très bien de l'ordre. Ah ouais, c'est impressionnant. Donc c'est d'abord le son. Boum. Voilà. Ensuite, la douleur du toucher. Et ensuite, l'identification visuelle. Mais évidemment, rien que le son... Alors, le son n'a pas suffi. C'est en me voyant repartir en arrière que j'ai compris qu'il y avait quelque chose. C'est pas d'abord le son, parce que ça aurait pu faire boum, sans qu'il se passe rien. Mais le fait que le mouvement soit inversé, c'est que c'est clairement instinctif. Enfin, immédiatement, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui s'est opposé au mouvement. Mais là, on a fait un saut entre ce qui est, qu'on a introjecté en tant que quelque chose qui est, Oui. hein, en dehors des sensations, et on fait une passerelle parce qu'on en parle à travers les sensations. On Tout entend à fait, le bruit, tout à fait. on sent les Tout touchés, à fait, on sent tout la à fait. douleur. Tout à fait. Ce qui veut bien dire que dès que j'ai à qualifier ce qui est, donc à dire ce que c'est. Ça sort de l'immuable, Voilà, ça passe par les voilà, sens, voilà. ça passe C'est-à-dire par que le corps. l'être se contente du toucher, donc de la perception. J'allais presque dire, l'être des choses descend instantanément au fond de moi, mais dès qu'il s'agit d'objectiver consciemment la chose, alors c'est tout un travail. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que c'est sur cette réceptivité non volontaire, permanente de l'être. Comment je fais pour me réveiller? Parce que quelque chose de moi sait où est le réel. Sinon, je ne pourrais jamais me réveiller. Pourquoi est-ce que la personne qui est dans le coma, enfin certaines personnes qui sont dans le coma, savent qu'elles sont dans le coma? Précisément, c'est parce que quelque chose en moi du réel, je dirais, il y a une relation. Alors c'est très intéressant d'ailleurs, parce que le jugement d'existence, c'est ça. Dire ceci est, c'est objectiver ce jugement d'existence. Mais ce jugement d'existence se fait plus profondément et antérieurement au fait que je le formule. Mais l'important de le formuler, c'est de m'apercevoir qu'il y a une alliance permanente, invincible, entre l'esprit humain et le réel par le biais du toucher, qu'on ne peut jamais annuler à moins d'être mort, et que cette alliance, elle est fondatrice à la fois de la relation et de l'altérité, ce qui est incroyable ça. Alors je pourrais presque dire, je devance un peu, que finalement cette relation originelle, en prendre conscience, en voir la profondeur et réussir à ce qu'elle anime de l'intérieur la relation à autrui et à soi, c'est ça tout le travail de la confiance. Je devance un peu. Voilà. Et donc, cette toute première relation de confiance, nous n'aurons jamais assez fini de nous en émerveiller. C'est-à-dire, c'est incroyable qu'il y ait en nous, ça s'appelle l'intelligence, au sens grec du terme, le nous, qu'il y ait en nous l'esprit, c'est-à-dire une capacité à la fois d'altérité et de relation. Aristote a même cette phrase extraordinaire, il dit « l'esprit devient toute chose ». C'est-à-dire que, alors, il faut préciser, de manière intentionnelle bien sûr, mais c'est incroyable que ce que je vois, ce que je perçois, puisse être accueilli comme existant à l'intérieur de moi. Voilà. Pour utiliser des métaphores poétiques, on pourrait presque dire que oui, le cœur de l'homme est inconsciemment et en permanence le refuge de ce dont j'ai l'expérience. Et un refuge, encore une fois, qui n'est ni appréhensif, il n'y a pas de prédation de la chose, et il n'y a pas de fusion avec la chose. C'est ça qui est très étonnant. C'est pour ça que c'est dire ceci est. Déjà, quand je dis que c'est une table, il y a déjà une forme de pouvoir. Mais quand je dis ceci est,
C'est très étonnant, il n'y a pas de pouvoir. Alors, il y a le pouvoir de la nomination, mais enfin, même le pouvoir de la nomination, il ne va pas aller très loin. Enfin, celui qui se met à se balader partout en disant ceci est, ça ne va rien faire. Ceci est un trésor, oui, il a du pouvoir. Parce qu'il a dit ceci est un trésor, ou ceci est la particule de Dieu, ou ceci est un boson, ou ceci. Donc, désigner la forme de la chose peut avoir un côté magique. Mais dire que c'est. Alors, si, comment il s'appelle quand on calcule astronomiquement, ou quand on, grâce à des on appelle ça un spectrographe de masse, je crois. Enfin, on arrive à repérer des choses que ne voit pas l'œil nu. On peut dire il existe quelque chose. Mais enfin, ça ne va pas très loin. C'est pour ça que très vite, le scientifique a besoin de se représenter le quelque chose qui existe par des particules, par des ondes, par des schémas, quoi. Mais j'aime bien, moi, le fait qu'il y a un acte fondamental qui est ceci, c'est. Ça ne me donne, c'est bizarre, ça m'ennoblit sans me donner de pouvoir. Ça me permet de réaliser que la chose est proche de moi et qu'en même temps elle est autre. Moi je pense que la sagesse c'est de commencer. Si on pouvait, alors évidemment, si on pouvait n'être que là. Mais le problème c'est qu'on est dans un monde plus que jamais qui passe ton temps à te mettre ailleurs. Comme si tu n'avais plus le droit de te reposer dans ce qui est. C'est la grande phrase de Krishnamurti, oui. Considérer ce qui est. Tout à fait. Alors ça, c'est. Tout à fait. Là, tu t'arrêtes là-dessus et tu passes ta journée. Tout à fait. Minimum. Tout à fait. Parce que tu te dis, waouh, il y a un monde là. Tout à fait. C'est le grand poème de Parménide. C'est qu'effectivement, l'être devrait suffire. Alors, pourquoi est-ce que l'être ne suffit pas à absorber toute notre personne? Parce que nous sommes aussi corps. Et que précisément, mais j'allais presque dire, l'être est le secret que nous avons à garder à l'intérieur de nous pour que ça progressivement, le chemin même dans le devenir du corps et de la destinée humaine puisse conserver sa verticalité. Pour moi, l'être, c'est comme le fil à plomb de l'existence. À chaque instant, tu as quelque chose d'une verticalité de l'existence. Voilà, donc ça, c'est un espèce de... C'est très simple à la fois. Hein. Et en même temps, je dirais, finalement, tout le travail de la philosophie qui cherche la sagesse, c'est que cette conscience-là, cette type de relation réelle devienne fondateur en permanence de mon existence. Mais c'est vite fait de quitter. Hein. C'est d'ailleurs ce qui est au fond de toute vraie prière. Je suis, et j'essaie de me mettre devant ce qui est, ou celui qui est. Non, c'est tout. Donc, comprenez bien, ça c'est extraordinaire, mais je ne peux rien en faire. Enfin, c'est présent, mais il y a un deuxième stade de la confiance, qui n'est pas plus parfait que le premier, mais vous allez voir qui est une extension de la confiance. Parce que c'est la fiabilité des choses. L'enfant expérimente la fiabilité des choses. Ça s'appelle l'objet transitionnel. Exactement. Et donc, tu testes ton petit frère, tu vois si tu tires sur les cheveux, ce que ça donne. Enfin, tu marches dessus, de le tuer, tu essaies de l'immerger dans l'eau, tu vois s'il flotte, tu vois. Voilà. Tu fais ça avec toi aussi. Tu fais ça avec ton pied, tu fais ça, voilà. Et donc, c'est la fiabilité des choses et des êtres. Alors, c'est d'abord des choses. Et des êtres, alors je mets pour l'instant les humains de côté. Et c'est la récurrence de la fiabilité des choses. Voilà, tu t'aperçois que, marcher sur un matelas, sur un lit, c'est pas la même chose que de marcher sur un sol. La fiabilité du sol est d'un autre type que la fiabilité du matelas. Là, et que tu veux essayer de marcher sur l'eau, ça marche pas. Voilà. Donc en gros, tu expérimentes le type de relation que par ton corps tu entretiens avec les choses. Alors vous voyez, il y a d'abord la fiabilité primaire, et puis la fiabilité dans l'usage. L'enfant réitère jusqu'à casser l'objet. Et donc, il y a une forme, donc je m'aperçois qu'il y a une limite à la fiabilité. Je peux abîmer les choses. Et il me semble, enfin, je suis même sûr par observation, que l'enfant va tester les personnes comme il teste les choses.
Mais vous comprenez bien que je teste les choses sur la base de la première confiance dont je parlais. Ceci est. Aucun enfant ne doute que de prendre une cuillère dans les mains est autre chose que d'imaginer des choses ou que de partir dans voilà. C'est pas pareil. L'enfant a besoin de tester la fiabilité. Fiabilité matérielle, on pourrait presque dire ça d'abord. Fiabilité matérielle ou résistance matérielle. Fiabilité d'usage. La fiabilité de la nature, alors là encore, hein, ça dépend de l'éducation qu'on a, mais tous les matins, le soleil se lève immuablement. Les poules font des œufs, sauf exception. Et les vaches donnent du lait. Non, mais ça peut paraître... alors qu'il peut y avoir des pénuries au supermarché. Un supermarché est moins fiable qu'une vache. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans la hiérarchie des fiabilités, on te dit, mais oui, mais le contrat que tu as fixé, c'est une garantie. L'assurance, mais les assurances sont 1000 fois moins fiables que les cailloux, les vaches, les lapins, les poireaux. C'est fiable, oui. Un poireau, à certaines conditions, il pousse. Non, mais la nature, c'est incroyable. C'est incroyablement fiable, la nature. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, on a réussi à l'abbaye de Lérins à faire pousser une vigne qui permet d'en tirer un vin tout à fait correct, vendu avec un marketing d'enfer, c'est le cas de le dire, qui rapporte des fortunes à l'abbaye de Lérins, alors qu'ils avaient un picrate infâme parce que ce n'était pas la bonne vigne. Donc ça veut dire que la compréhension de cette terre et l'ajustement d'un vivant à cette terre est infailliblement donne du vin correct. C'est extraordinaire ça. Le développement de la vigne à travers le monde et donc du vin, elle est liée à cette découverte, oui, de l'incroyable fiabilité de la juste relation entre la vigne et la terre. Voilà, donc moi je trouve ça, et découvrir que cette fiabilité est immuable, exactement comme les étoiles sont prévisibles, il est prévisible qu'elles soient au même endroit. Alors il y a des comètes, si tu veux, il y a des météorites, et puis il y a surtout Starlink qui passe tout d'un coup dans le ciel avec ses satellites et qui lui est totalement irrégulier et qui pourrait disparaître. Voilà. Mais il y a les étoiles qui, elles, tu ne vas pas les changer, elles. Et donc cette immuabilité, cette fiabilité immuable, pour moi, c'est la plus proche de l'être. C'est pour ça que les Grecs, pas que les Grecs l'ont formulé, mais c'est vrai de toutes les civilisations les plus sages, c'est que à côté de l'immuabilité du divin, s'il y en a un, ou de l'être, il y a l'immuabilité. Qu'est-ce qui en est le reflet le plus parfait? L'immuabilité de l'univers. Au-delà extraterrestre, au-delà de la Terre. Et puis après ça, il y a l'immuabilité de certaines choses, de certains processus, et puis il y a la mutabilité. Et la mutabilité naturelle la plus forte, ça s'appelle la météorologie. C'est extraordinaire. Rien n'est moins fiable sur le plan de la nature que la météo, l'équilibre climatique, l'équilibre atmosphérique, voilà. L'équilibre atmosphérique. L'atmosphère est dans un état d'instabilité permanente et planétaire, c'est sphérique. Ça, c'est extraordinaire. On te prévoit les étoiles dans 10 000 ans, mais on t'a dit que, c'est surtout vrai au bord de la mer, ou en Camargue, on te dit il pleut, et en fait, pas du tout, il y a un grand soleil. Alors que la météo, il y a encore une heure, disait qu'il allait pleuvoir. Parce que l'instabilité, elle est maximum quand il y a une interface entre l'air et l'eau. C'est extraordinaire. Et la Camargue, c'est extraordinaire. En l'espace d'une demi-heure, le temps peut changer 4 fois. Voilà. Donc c'est pour dire que ça, c'est... Mais je trouve que pas que pour les enfants, mais pour nous-mêmes, de nous caler sur cette fiabilité-là, que ne nous dit absolument pas la ville, par exemple. Un immeuble, ça s'effondre. Le soleil, ça se lève toujours. Un magasin, il n'est plus là. Mais la vache donne toujours du lait. Alors, évidemment, le troisième niveau, c'est la fiabilité des personnes humaines. Ou des individus, parce que chez l'enfant, au début, c'est plutôt des individus. Et alors là, c'est très bizarre, parce qu'on peut dire que l'humain, c'est un mélange de fiable et de pas du tout fiable. Il y a des choses qui, dans l'humain,
ressemble oui, à l'immuabilité de la montagne. C'est par exemple la taille, une partie de la consistance corporelle. Et puis il y a des choses aussi variables que la météo, l'humeur par exemple. Tu venais poser une question, mais c'est pas le bon moment. Tu t'es pris une volée de bois vert. Météo. Il faut faire attention à la Camargue. Alors, il y a des gens qui sont très Camargue. Tu vois, c'est-à-dire que d'une minute à l'autre, ça change dans tous les sens. Tu pensais que tu allais te faire engueuler, tu te fais féliciter. Tu pensais te faire féliciter, tu te fais engueuler. Bon, voilà. Mais globalement, il y a dans l'humain des, on pourrait presque dire, il y a des zones de fiabilité et des zones de fiabilité relative. Mais en nous aussi, il y a des zones de fiabilité et des zones de moindre fiabilité. Il y a des choses, je suis sûr que, confiance. Il y a des choses, je ne suis pas tout à fait sûr que. Il y a des choses, je ne suis pas sûr. Et il y a des choses, je ne suis pas sûr du tout que. D'accord ? Et puis il y a des choses, très probablement pas. Et des choses, certainement pas. Parce que le dernier stade, c'est certainement pas. Je n'y arriverai certainement pas. Je suis sûr d'y arriver. Bon, alors en plus, oui, c'est pas facile de faire de nouveau, dans la relation à l'autre, là je suis sur les choses élémentaires, hein, de faire la cartographie du fiable et du pas fiable. Parce que c'était fiable jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Donc il n'y a pas de cartographie possible. Et voilà. Alors, si ce n'est qu'il y a cette... oui, les gens meurent d'ailleurs, même ça, c'est pas tout à fait fiable. Et oui, non, grand-père, non, il ne pourra plus aller dans les bras de grand-père, il est mort. Il est mort. Et en même temps, c'est... Comment dire ça on est bien obligé d'identifier que c'est, heureusement ou malheureusement, après ça on peut juger comme on veut, dans la confiance aux personnes, et notamment en soi, que va s'établir les possibilités du développement de soi, de la personne, des personnes d'ailleurs, les unes grâce aux autres. Donc, vous voyez, on peut, c'est un peu ce que la tentation d'une vie rurale rêvée, c'est de se dire, je vais me caler au plus près de la nature et de l'être, et puis comme ça, je me dispense de la problématique de la relation aux autres. Ça peut se faire dans des civilisations très religieuses, avec une religion très cosmologique, ou dans laquelle la religion inclut le fait de s'adosser au cosmos. Je pense par exemple au Tibet. Le bouddhisme tibétain est un bouddhisme d'altitude, dans lequel la confrontation avec la nature est tellement forte qu'il y a une fusion qui se fait entre la métaphysique bouddhiste, qui n'est pas accessible à 98% des gens qui sont bouddhistes là-bas, les croyances bouddhistes et la confrontation à la nature. Donc, vous voyez, et donc ça donne une forme de vie primaire, très calée, dans laquelle effectivement les problématiques relationnelles ne sont pas le cœur de la vie de tous les jours. Mais elles existent. Et à la fin, les drames non visibles, mais à la fin, la croissance des personnes ou la capacité à émerger précisément de la structure collective de la situation dans laquelle ils sont, parce que c'est quand même ça aussi l'émergence de la personne, sont quasiment impossibles. Hein. Les religions très, comment dire ça, ayant un sens à la fois de la métaphysique du divin et du cosmos, risquent d'être des cultures finalement très enfermantes pour la personne, parce qu'on ne travaille jamais sur la complexité instable de la relation à autrui. Vous voyez, ça ne rentre pas dans le champ de l'immuable, ça ne rentre pas dans le champ de la certitude, ça ne rentre pas dans le champ de la croyance. En même temps, il y a beaucoup moins d'individuation. Alors, c'est tout à fait, c'est vrai aussi. Mais, par exemple, le catholicisme français du XIIe siècle est sans doute plus facile à vivre que la tentative de l'homme du XXIe siècle de vivre de la transcendance à l'intérieur de sa personne. Parce qu'il y a alors sauf dans l'amour courtois et quelques grands spirituels comme Hildegard de Bingen, c'est assez simple, la relation à l'autre, tu vois, je veux dire, on ne peut pas dire qu'on est dans l'expertise de la relation à soi et à l'autre. Non, une expertise de la relation au transcendant, mais pas tellement à la problématique de soi. Il y a une bonne morale stoïcienne d'ailleurs, qui
manquent complètement de finesse, dans lequel, bah voilà, tu as les vertus pour canaliser les passions, le bon usage de posséder, le mauvais usage des passions. En gros, moi, c'est ce que j'appelle la morale 5 ans et demi, quoi. Hein. Voilà. Mais donc, c'est pour dire que, voilà, bon, de toute façon, on fait la philosophie pour aujourd'hui, hein, mais je vois bien que malgré tout, il y a quelque chose de la personne qui, aujourd'hui, comme toujours, dépend essentiellement de la relation à l'autre et à soi. Et quand je dis à soi, c'est aussi inévitablement à l'autre. Parce que développer à soi, penser qu'on va développer un triangle entre soit la nature et le divin et que l'autre n'en a pas besoin ou qu'il est latéral, c'est une illusion anthropologique. Ça. Le philosophe dira non, ça colle pas. Ça colle pas. C'est possible, mais ça donne une personnalité atrophiée. Bon, comprenez bien, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que, waouh, comme c'est merveilleux, mais c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est, comme c'est difficile. Et on comprend qu'on ne se soit pas précipité là-dessus. Je dis ça parce que on a quelques témoignages, et moi les témoignages que je connais principalement, c'est ceux de la Bible, hein, extraordinaires là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas d'aujourd'hui. Vous lisez le livre des rois, et vous cherchez à découvrir la personnalité de David, par exemple. C'est un homme d'une complexité. Et les relations qu'il a sont d'une complexité. Vous avez tout là-dedans, c'est du Shakespeare avant la date. Même chose, vous lisez Shakespeare, c'est extraordinaire la complexité de ce qui se passe dans les personnes. Voilà. Donc c'est pour dire que la complexité de la personne, elle ne date pas d'aujourd'hui. Les enjeux d'en faire le royaume de la relation bonne, c'est pas gagné, quoi. Donc du coup, on entre dans cette question, c'est quel est le chemin de la confiance? Là, on a vu finalement comment les choses se présentaient, se fabriquent en nous, comprenez bien, avant même que nous cherchions à les prendre en charge. Donc on pourrait presque dire, maintenant nous allons essayer d'entrer jusqu'à la fin dans ce que c'est que la prise en charge de la confiance. Puisqu'on l'a compris, la confiance est un chemin et c'est à la personne humaine d'en assumer la responsabilité. Confiance que moi je vais accorder au réel et la manière dont je m'appuie dessus, confiance que je vais m'accorder à moi-même et à l'autre, mais aussi la manière dont je vais aider l'autre à entrer dans une relation de confiance avec moi et au besoin à l'aider, s'il me le demande, à entrer dans la confiance avec lui-même et avec le réel. Enfin, oui. Mais au moins ce que j'ai à charge, c'est toujours la part dans la relation qui est celle de, non seulement moi de faire confiance, mais d'essayer de coopérer à la confiance que l'autre me fait, ou essaie de me faire. Mais on ne va pas aller tout de suite là-dedans, parce que vous doutez bien que rien qu'on entrevoit, c'est complexe. Donc on va commencer, comme toujours, le bon philosophe, il repart toujours de ce qui est simple et fondateur. Alors, le premier moment de la construction durable de la confiance, il me semble, mais ça on va le mettre à discussion, hein, c'est un va-et-vient entre la découverte de ce qu'est le réel, au-delà de l'usage que je peux en faire, au-delà du fait qu'il me plaise ou qu'il ne me plaise pas. Cet intérêt que nous avons la capacité d'avoir pour la réalité telle qu'elle est. Et j'aime bien, là encore, Aristote dit, c'est l'étonnement accompagné de l'émerveillement qui aboutit sur le questionnement. Tu peux le redire? Aristote dit, l'émergence de l'esprit, c'est étonnement, non, émerveillement, non, émerveillement, oui. Étonnement, interrogation. C'est génial. Quoi. Il a écrit ça dans un tout petit livre qui s'appelle Petit Alpha. Tu lis ça en parallèle du Petit Prince et tu as deux versions de la même expérience. Parce que chez le Petit Prince, c'est très frappant ça. Étonnement, émerveillement, étonnement, interrogation ou questionnement. L'émerveillement, quand c'est
Alors ça peut être spontané, hein, mais quand je travaille à me disposer à l'émerveillement, c'est ce que Simone Weil, la philosophe, appelle l'attention. C'est me laisser surprendre par l'inconnu du réel, me disposer à me laisser positivement surprendre par l'inconnu du réel. Moi, je trouve que c'est génial de faire ça. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à cultiver. Ça. Oui, puis l'émerveillement, ça veut dire que je laisse toute la richesse de ce qu'est la réalité m'atteindre. Je me mets à recueillir, même si je ne l'aperçois pas encore de manière fine, même si je n'arrive pas complètement à l'objectiver, je laisse s'imprimer en moi, encore plus profondément que la fois d'avant, toute la richesse du réel. Évidemment, je fais d'abord ça avec vis-à-vis de réalités qui ne sont pas destructrices. Hein. Même, ceci dit, l'otage pris en otage est capable, par le syndrome de Stockholm, de se mettre à se passionner pour son preneur d'otage. Hein. Et à le trouver très intéressant, à comprendre son existence et à prendre son parti d'ailleurs à la fin. C'est pour ça que ça s'appelle Stockholm. Parce que dans la prise d'otage qui a eu lieu à Stockholm a donné lieu au fait qu'à la fin, je crois, l'un ou l'autre otage, prenait quasiment le parti, était rentré dans la cause du preneur d'otage. L'identification à l'agresseur. Voilà. Bon, ça, c'est pas évidemment la situation idéale parce qu'il y a des chances qu'il y ait un léger biais, comme on dit. Bon. Et donc, c'est plus facile. Si vous allez voir aujourd'hui, si vous allez visiter Notre-Dame, où moi, je trouve qu'un des trucs qui est magique, c'est la neige. Alors, sauf sans doute, je présume, si tu vis au pôle Nord, au Groenland, c'est peut-être pas tout à fait pareil. Mais c'est cette espèce d'avènement, d'un renouvellement du regard. Voilà. Donc, ça, vous comprenez bien que c'est une... alors, évidemment, ce n'est pas fait pour s'arrêter là. Normalement, le scientifique prolonge ça. Mais même le passionné de quelque chose. C'est bien cette phase où les enfants, c'est très frappant chez les Asperger, se met à se passionner. Tu as des enfants qui expliquent les dinosaures, mais ils savent tout. Moi, les dinosaures, c'est un truc long avec un coup. Là, pas du tout. Les dinosaures, c'est une famille, les dinosaures. Alors, ils peuvent te parler longuement du T-Rex, enfin bref. Ou les planètes. Je connais un là, alors là, il t'explique la taille des planètes, le nombre de satellites qu'il y a autour, la distance, la couleur, enfin, avec des... Je sais rien, moi, je sais même pas t'énumérer correctement les planètes du système solaire. Voilà. Et donc, ça, c'est aussi, chez l'enfant, on voit ça, c'est une phase d'émerveillement, c'est que tout d'un coup, il s'aperçoit que le réel est appréhendable. Donc, pour moi, il y a un va-et-vient dans l'apprentissage de la confiance entre ça et ce que le philosophe appelle le facere, c'est-à-dire le travail, la maîtrise de la transformation du monde. Pourquoi ? Parce que apprendre un métier ou apprendre à faire quelque chose, c'est apprendre à utiliser la fiabilité des choses. Tu apprends à faire le gâteau avec ta maman, tu apprends à maçonner le mur avec le maçon d'à côté, tu apprends à changer ton petit frère, tu apprends. Tu maîtrises un certain nombre des éléments du réel pour aboutir de manière contrôlée à un résultat prévu. C'est extraordinaire d'ailleurs ça comme opération. Et donc ça, c'est un lieu d'apprentissage extraordinaire de la confiance. Alors, petite parenthèse, ne pas apprendre ça, c'est pour moi plomber fondamentalement l'enfant. Et dire à l'enfant, l'important c'est que tu accumules tout un nombre de connaissances sans aucune capacité de maîtriser le réel. D'ailleurs, l'enfant il vous dira, mais à quoi ça sert ? Tu as tout sur Google. Sans quoi il n'a pas tout à fait tort. Et si la seule chose qu'on t'apprend à maîtriser, c'est les chiffres, ça craint. Le discours et les chiffres, ou la rhétorique, pour être plus précis, c'est même pas le discours. C'est pas la raison aujourd'hui, c'est la rhétorique et le chiffre. Et le scénario de présentation d'une opinion. En gros, c'est ça les trois aptitudes fondamentales qu'on apprend à un enfant à l'école. Bon ben, ça structure rien du tout dans la confiance. Parce que tu diras, ah ouais, non mais ta prof te dit ça, mais c'est pas vrai. La Terre est plate. Ça, c'est l'idéologie de ton école. Mais mon fils, sache que les choses sont comme ça. Enfin, vous voyez, je veux dire, quand je suis que dans le discours, que dans les idées, que dans les représentations, il n'y a pas de fiable. C'est pas là qu'il est l'apprentissage du fiable. Ah oui, mais c'est démontré. C'est démontré par quoi ? Par qui ? Par quoi et par qui ? Voilà.
Alors que si tu sais faire une omelette au fromage ou une tarte aux pommes, ben tu sais. Et tu sais que normalement, des œufs qui ne sont pas pourris, avec du lait, de la farine, tu arrives à faire ça, tu rajoutes des pommes, alors évidemment, il y a différentes catégories de pommes. Enfin, en gros, même si après ça, tu vas améliorer le goût de ta tarte, ça marche, c'est magique. Et immuablement, ça marche. Si tu as les éléments fondamentaux réunis, puis après ça, tu optimises ces éléments. Voilà, donc l'apprentissage du faire est un lieu absolument radical de l'apprentissage de la fiabilité des choses. Et vous comprenez pourquoi je mets les deux en parallèle. Parce que si je n'identifie la confiance qu'à la fiabilité de ce que je maîtrise, j'ai une confiance par contrôle, par pouvoir. Voilà. Donc il faut aussi que j'apprenne la fiabilité de ce que sont les choses, même celles où je n'ai pas de contrôle sur elles. Et surtout, oui, c'est quoi le lait? C'est quoi les œufs? Tu n'en as pas besoin pour être Cyril Lignac. Mais par contre, comme tel, c'est passionnant. C'est incroyable les œufs. D'abord, pourquoi tu manges des œufs? C'est bizarre ça. T'es un anthropophage, comment on appelle ça? Tu vois, tu phages, enfin bref, tu manges un autre animal là. Ça va pas du tout la vie là. Vive les véganes. Tu vois, donc et donc avant de savoir qu'est-ce qu'il en est, c'est quoi un œuf? C'est quoi du jambon? C'est quoi de la farine? Voilà, puis derrière, tu t'arrêtes plus parce que tu remontes de la farine au blé, tu vas du blé à la terre, à la germination, tu vas de la terre à la composition de la terre pour qu'elle soit féconde, et puis tu passes par et puis tu t'intéresses tout d'un coup à des milliers de choses. Donc tout d'un coup, la connaissance gratuite, j'en reviens, ce que j'appelle philosophie gratuite, elle te fait comprendre la ramification de ce qui est. Donc elle te fait acquérir une confiance fondamentale dans l'incroyable cohérence de ce qui est. Et d'ailleurs, ça te permet par contraste de mieux voir les cohérences de l'humain. Les incohérences de l'humain, les monstrueuses cohérences de l'humain, les merveilleuses cohérences de l'humain, les monstrueuses incohérences de l'humain, les merveilleuses incohérences de l'humain. Vous voyez ? Et donc, je pense que le vrai apprentissage de confiance, c'est toujours ce va-et-vient. Et pour moi, l'école devrait être que ça, d'ailleurs. T'émerveiller du réel, et pas du concept, et apprendre à apprendre la fiabilité du réel en l'utilisant de manière respectueuse et efficiente. Le sport, c'est beaucoup plus compliqué, par exemple. Beaucoup plus compliqué, parce que la matière sur laquelle tu travailles, compliqué, hein. La danse, c'est pas par la danse que tu vas commencer à apprendre la fiabilité, c'est d'une complexité, le corps humain. Tu vas commencer par une matière plus circonstanciable, plus simple, et plus utilisable de manière univoque. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que c'est là que j'apprends la confiance. Je dis ça parce que la confiance dans le corps, par exemple, c'est compliqué. Quand tu avais 2 ans ou 1 an, totale confiance dans le corps. 10 ans plus tard, ou 14 ans plus tard, 0 confiance dans le corps. Tu dis, bon, c'est quoi ce truc-là? Parce que transposer la confiance en moi et dans mon corps, parce que je ne sais pas très bien si je peux avoir confiance dans mon âme, si je n'ai pas confiance dans mon corps, c'est une autre question, on verra ça plus loin. Mais en tout cas, travailler sur soi, ça ne peut se faire que par analogie de choses plus simples. Je suis en capable de travailler directement sur moi. Moi, je suis frappé, le niveau d'introspection, de complexité synthétique qu'on réclame à un gamin en terminale, mais on est dans le délire complet. Donc, tu es censé à la fois te situer, savoir ce que c'est le monde, les interactions subjectives, les flux du monde entier, la géopolitique et la géostratégie mondiale aussi bien. Mais il faut arrêter le truc, là. Je ne sais même pas comment je m'appelle. Je ne sais pas où sont mes pieds. Je ne sais pas m'en servir correctement. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Je trouve ça, mais... Je sais pas, c'est comme, vous savez, les contes de fées avec des sorcières inventés par des malades, par des adultes névrotiques. Enfin, tu vois, je veux dire que... Mais c'est des contes pour enfants.
Donc l'adulte met dans ses comptes pour Barbe Bleue, quoi. Tu lui dis Barbe Bleue, vas-y, Barbe Bleue. Comment tu veux lire Barbe Bleue à un enfant? L'enfant, il sent bien qu'il y a un truc vraiment bizarre là-dedans. Bah oui, ce qui est bizarre, c'est le gars qui a inventé ça. Hein. Qui signifie d'ailleurs des choses bizarres du comportement des adultes et plutôt un peu déviant, quoi. Le petit Pousset, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Enfin, globalement, d'ailleurs, c'est assez horrible, toutes ces histoires. C'est que des histoires de maltraitance abusive. Enfin bon, tu te dis, oh, bon, d'accord, c'est un problématique dans l'humanité, mais si je raconte que des contes de ce type-là, la confiance dans le réel, moi, ça m'a toujours frappé. C'est des contes qui induisent de la méfiance. Tu prends le petit chaperon rouge, le petit Pousset, voilà, alors même ta Blanchet, c'est pas mieux. À la fin, le prince charmant, mais ça change rien du tout à l'horreur de ce qui s'est passé avant. Qui veut, il prend un cœur de biche, tout ça, il est absolument horrible. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire que les enfants affrontent l'horrible, mais qu'ils affrontent l'horrible sur la base du fiable. Oui, il y a de l'horrible, mais l'horrible, il est sur le fond du fiable. Oui, il y a des volcans et des catastrophes naturelles, mais sur le fond de milliards et de milliards et de milliards de réalités naturelles qui tous les jours te servent. Puis des fois, tu vas tirer sur la moustache du tigre. Pourquoi tu t'installes au pied d'un volcan actif? Voilà, donc c'est pour dire que il me semble hein, que voilà, le premier apprentissage, alors si je veux le travailler un peu, parce que bon là je vous le dis de manière grossière, maintenant si on y descend un peu, ce premier moment. D'abord sur cet aspect de l'intelligence émerveillée, on va dire ça comme ça. Bon, si j'affine un peu les choses, là, je m'aperçois quand même qu'il y a une différence entre la perception que j'ai des choses et la réaction que suscite cette perception de ce que sont les choses elles-mêmes. Pourquoi? Parce que je m'aperçois, en affinant un peu, qu'il y a des choses qui m'ont pas du tout émerveillé au début. Moi, les scorpions, les crapauds... Non, tu as des gens, ils sont passionnés par les escargots et les crapauds. Moi pas. T'en as, voilà, les chiens, ça les passionne, moi pas. Donc, il y a un émerveillement. Donc, tu t'aperçois que dans l'émerveillement, il y a aussi une part subjective. Et d'ailleurs, il y a des résonances, il y a des... Voilà, et il ne faut pas les nier, mais dans cette... comment dire ça? Dans cet intérêt spontané pour la chose, il va falloir travailler l'objectivation. Dans le désintérêt ou la crainte de la chose, il va aussi falloir travailler dans l'objectivation. Vous savez, c'est le fameux poème de Victor Hugo, « J'aime l'araignée, j'aime l'ortie ». Vous ne vous souvenez pas de ça? Non. Mais c'est Aristote aussi qui dit, mais même les insectes sont admirables. Il faut prendre le temps d'y voir l'ordre de la création. Mais c'est vrai qu'une photo agrandie des acariens, là, tu te dis, il y a des choses comme ça à l'intérieur de moi. L'horreur. Donc tu as la tentation d'avaler de l'eau de Javel, quoi, tu vois, pour nettoyer tout ça. Non, mais c'est vrai, la tête des acariens, mais c'est... C'est de la bande dessinée. Ah oui, parce que vous vous souvenez pas, ils avaient fait une pub, et à un moment donné, je me souviens très bien, c'est les aspirateurs, je ne sais plus lesquels, ils avaient fait une pub dans laquelle tu avais sur les trucs des abribus, là, des photos d'acariens, mais grands comme ça, l'acarien. Les types, ils n'ont rien vendu. Parce que ça, c'est le monstre que tu es censé exterminer grâce à ton... Mais le monstre était tellement monstrueux que tu n'achètes même pas l'aspirateur. Je te de ça. Les erreurs publicitaires, tu sais. Ah ouais. Mais c'est vrai qu'un acarien, ça a quand même une tête, bonjour. Hein. Bon. Et donc, avant d'admirer, voilà, il y a des gens passionnés par les acariens. Donc, ce que je veux dire, c'est que même dans le jugement, dans le développement de cette intelligence qu'on appellera contemplative, vous voyez, qui précisément m'apprend la fiabilité des choses, il y a aussi tout un travail sur soi qui est intéressant. D'apprendre à t'intéresser à ce qui ne t'intéressait pas. D'apprendre à, comment dire ça, désidéaliser ce que tu as plus rêvé que vu. Il y a très très longtemps, dans un Paris Match, ils avaient publié, c'est la première fois où il y avait l'électronique qui permettait de voir justement les acariens, etc. C'était les bactéries de l'intestin et tout ça. Et donc, moi je regarde ça, je dis, comment ils ont fait? Et puis je dis, c'est incroyable. En fait, c'est la préhistoire qui vit en nous. Donc
tous les dinosaures, ils sont tous là. Mais on ne les voit pas, ils sont là-dedans. Voilà. Et ça date, j'ai vu ça il y a au moins 40 ans, mais ça m'a secoué parce que j'ai dit, mais en fait, les dinosaures, ils sont toujours là. Tout à fait. Et il y a quelque chose du dinosaure dans la digestion. Ouais. Et donc, c'est pour dire que de nouveau à l'intérieur de cette propre partie, ce va-et-vient entre la dimension subjective et la dimension objective. Pour, de nouveau, apprendre à devenir, chez soi en toute chose, en tout ce qui est. Si ça existe, t'es chez toi. Alors, en tant que ça existe, va pas trop regarder les dents du crocodile de près, mais... Et donc, c'est impressionnant ça, de découvrir cette capacité d'étonnement et d'émerveillement à l'égard de tout ce qui est. Pour s'apercevoir, parce que plus je suis dans ce qui est tel qu'il est, plus je suis dans le fiable. Évidemment, ça va aider parce que c'est-à-dire que la personne humaine reste ce qu'elle est. C'est très impressionnant ça. Même qu'elle accomplit des actes abominables, ça ne change pas la nature de ce qu'elle est. On a du mal, à cette... Et là, c'est pas de l'objectivation mentale, normalement, ça ouvre au respect du réel. C'est un tout autre... Alors, analogiquement, il y a aussi ce même travail dans le Facere. D'abord, la différence entre l'objectivité comment dire ça, de la matière et des outils et du processus par lequel tu dois réaliser quelque chose, et la manière subjectivement tu le pressens. Moi, j'ai vécu récemment un exemple extraordinaire. Je fais changer mes 4 pneus de voiture. J'avais 4 pneus de voiture chargés de queue. Donc évidemment, je dis bon, un pneu ça va, 4 c'est un peu plus long. Allez, je me donne 1h30. Au bout d'1 heure, j'étais allongé sur le bitume, en train de reprendre mon souffle, en ayant commencé à avoir la tête qui tournait, en me demandant si j'allais pas tomber dans les pommes. Wow. Parce qu'il y avait du soleil, parce que voilà, j'avais pas pris le temps de digérer. Enfin, tout un nombre de facteurs que j'avais absolument... Dans ma tête, c'était parfaitement clair. C'était totalement irréaliste. J'avais pas tenu compte ni du poids des pneus, ni de la difficulté d'y les mettre... bref, tout un nombre de trucs qui fait que tu fais ça 1000 fois plus vite à deux, qu'en plus, il faut anticiper exactement, il fallait tout un nombre de trucs, et moi, je suis allé, mais comme un idiot, quoi. Dans la confiance complète et l'irréalisme radical, voilà. Et là, tu te dis, bon, ajustement, Facere, ajustement. Moi, je me suis repris après coup, là, j'avais bien anticipé, j'avais bien vu, oui, j'avais bien identifié tous les endroits où j'avais rêvé la matière, pas comme elle était. Voilà, tout simplement. Ouais, ça me donne, excuse-moi. Non, vas-y. Ça me donne une image c'est vraiment pour illustrer ça. Grimper le Mont Ventoux en vélo, c'est extrêmement simple. Pédaler. Tout à fait. Et la pente est pas très, elle est pas très, elle est comme ça. Oui, je l'ai fait mais même. Elle est pas très raide. Sauf qu'elle est juste la raideur qui est épuisante en fait. Et elle est très très longue pour ce type de raideur. Et le pire, c'est la descente. Mais c'est terrible. C'est dangereux, la descente. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est très simple. Oui. Il suffit de pédaler. Mais essaye de le faire à tout. Oui, puis ça, tu sais, ça pile l'angle. Ça pile l'angle qui est le mauvais angle, parce que plus, moins. Mais là, pile non. C'est terrible. Voilà. Ça s'appelle aussi les principes des réalités. Exactement. Exactement. Si on ne concorde pas les deux, c'est difficile. Voilà, exactement. Et puis, alors il y a un deuxième travail aussi dans le Facere, c'est que c'est une chose, ma passion pour l'usage que je vais faire de la chose, c'est autre chose ce qu'elle est. Prendre le temps de t'apercevoir que la poutre que tu es en train d'utiliser, elle a 350 ans. Parce que c'est à peu près, je crois, l'âge des poutres qui sont utilisées à Notre-Dame. C'est-à-dire qu'elle a été... l'arbre, il a poussé de temps à tel... Enfin, tu vois, et donc cette matière-là, elle a une histoire extraordinaire qui t'a vu naître. Voilà. Donc c'est s'apercevoir que c'est une chose ce que je vais pouvoir en faire, c'est autre chose ce que c'est. Oui, donc là aussi, subjectivité du faire, le biais du travailleur, c'est l'utilisation la plus qualitative possible des matériaux, des outils et de la méthodologie qu'il met en œuvre. Mais
voilà, ce qu'est cet outil ou ce qu'est ce matériau est autre chose que l'usage qu'il peut ne se réduit pas à l'usage qu'il peut en faire. C'est ce que Freud appelle la différence entre la chose et la représentation de la chose. Exactement. Exactement. Par exemple, les outils, c'est très frappant. Quand tu utilises une clé à molette, tu t'aperçois que en fait, ça a été de l'acier en fusion, ce truc, à un moment donné. Tu oublies complètement que ça a été en fusion. C'est extraordinaire, le métal en fusion. Quand on a vu ça une fois dans sa vie, c'est quand même de la lave. Hein. C'est comme le caramel, sauf que c'est du métal. Du coup, fort de ce va-et-vient, il y a une hiérarchie qualitative du fiable. Ouais, donc de la relation de confiance. La relation de confiance s'établit. Alors j'en ai marqué 3 niveaux, mais on pourrait après ça les décomposer. Hein. Le premier, c'est ce qui est toujours fiable. Donc vous voyez, ce qui est, mais aussi l'idéa. C'est-à-dire que la recette de la tarte aux pommes, elle sera fiable dans 20 000 ans. Ah, aux mêmes conditions. Comment non? Si, elle sera fiable dans 20 000 ans. On a redécouvert, je me souviens, c'était à l'école, là. Je ne sais plus, c'était en cours de grec, je crois, ou de latin. On nous avait sorti une recette de cuisine. Alors la maman d'un de mes camarades a eu l'idée de faire le truc c'était absolument immangeable. Mais pour les goûts qui étaient les nôtres. Ouais, c'est ça. Ou alors elle n'a pas bien compris la recette. Parce que comme encore, la recette, tu sais, tout n'est pas marqué dans la recette, quoi. Hein. Tu as le petit machin là qui change absolument tout. C'est comme les notes grégoriennes. Les notes grégoriennes, c'est que des points de repère. Tu as des nœuds absolument incroyables, c'est pas du tout fait pour les lire. Donc aujourd'hui, enfin bref, tu as certaines écoles grégoriennes, alors ils lisent que les points là. Non, ça c'était les points de repère. C'est comme si tu jouais les accords de musique, de guitare, mais sans les vibrations, enfin, tu vois, sans la résonance. En revanche, les étudiants américains, il y a une cinquantaine d'années, ont bien lu les indications de la Bible, ils ont fabriqué l'Arche de Noël, ils se sont pris les jus. Ils se sont pris les jus, l'électricité. Ils ont fabriqué un condensateur électrique. Ah oui, en appliquant l'Arche de Noé. Oui. Pourquoi pas, hein. Non, ou l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, tout à fait. Oui. Tout à fait, oui, avec les deux chérubins. Ouais. Bah oui, parce que tu peux interpréter un texte matériellement sans en avoir nécessairement l'intelligence de l'origine. Mais par contre, ça marche, transposé. Et donc, ça, c'est le premier niveau de ce qui est fiable. Ce qui est, alors l'idéa, vous comprenez bien, c'est l'idée projet. C'est ce que je porte à l'intérieur de moi et que je vais... Oui, voilà, que la recette ou la description, que le plan, voilà, qui peut se définir avec des mots. C'est frappant d'ailleurs. Si tu n'as pas réussi à le faire, c'est que tu n'avais pas compris. Hein, dans l'ordre du faire. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu ne l'as pas intériorisé. Tu ne l'as pas compris, tu n'as pas atteint l'idée créatrice. Une fois que tu l'as atteinte, tu peux avoir du mal à le faire, mais tu vois le chemin. Ensuite, tu as le probable. Donc, comment dire ça? Qu'est-ce que c'est le probable? C'est que tu peux avoir confiance, mais pas en tout et pas toujours. C'est tout ce qui est en devenir, tout ce qui est en mouvement. Tu te lèves, la Seine coule dans son lit. Peut-être qu'un jour, tu te lèveras et il n'y aura plus d'eau. Peut-être même qu'un jour, tu te lèveras, il n'y aura même plus de fleuve du tout. Peut-être même qu'un jour, tu te lèveras et ça sera comblé par autre chose. Il n'y aura même plus de signe du lit de la rivière. Vous voyez, je veux dire, c'est que là, on n'est pas dans l'ordre de l'immuable, on est dans l'ordre de l'évolutif, de ce qui peut évoluer. Mais de ce qui n'est pas non plus intrinsèquement instable.
C'est toute la réflexion de comment ça s'appelle pas Parménide, l'autre, ça y est. Héraclite. C'est l'histoire du fleuve. On se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve, mais le fleuve est toujours là. J'aime beaucoup cette quand tout coule. Ça veut dire tout change, mais tout change. Donc il y a un tout qui demeure, même si ce tout évolue. Mais le tout ne devient pas rien. Il évolue, c'est pas pareil. Donc ça, c'est dans l'ordre de ce que je contemple, hein, comme ce qui est. Alors, et notamment, je vais voir que, du coup, je vais apprendre à distinguer, même dans le devenir des choses, ce qui est substantiel et ce qui est accidentel. Tu as vécu dans la Méditerranée, tu arrives face à l'Atlantique, tu dis, c'est bizarre, ici la mer n'est pas bleue. C'est quand même lamentable. Moi, je m'attendais avec confiance que la mer soit bleue. Elle est grise. Eh ouais. C'était probable qu'elle soit bleue, mais pas immuable. Accidentellement, la mer peut être grise ou bleue. Donc, qu'est-ce qui est immuable? En fait, le changement. Oui, et puis, ce qui reste immuable dans les 2 mers en question, c'est cette espèce de grande étendue d'eau. Alors, à partir de quand ça passe du lac à la mer, ça devient compliqué, tu vois, voilà. Comme entre le fleuve et la rivière, tu vois, on dit c'est un fleuve, non, c'est une rivière, non, c'est un fleuve. Oui, c'est un tout petit fleuve et une grande rivière. Parce que la rivière se jette dans une autre truc, alors que le fleuve se jette dans la mer, bah oui. Et c'est la même chose dans l'ordre du Fatchéré, dans la mise en œuvre. Au moment où tu vas mettre ta tarte dans le four, tu glisses. Et tout se renverse sur le sol. Voilà, c'est raté. Au moment où tu allais mettre la dernière note, tu as la voix qui croise. Ah, fini, raté. Voilà. Où là, tu devais normalement réussir à déraper sans sortir de la route. Raté. Voilà. Donc, ça s'appelle ça, dans la mise en œuvre, il n'y a pas d'aléatoire dans l'idéa. Mais il y en a une dans la mise en œuvre. Il n'y en a pas nécessairement, d'ailleurs, dans le discernement sur les outils ou la matière, il a que d'immuable. Mais dans la mise en œuvre, il y a une fragilité de la mise en œuvre. Et moi, je trouve ça bien parce que du coup, tu apprends le probable. Oui, normalement, tu peux faire confiance parce que tu devrais pouvoir vraiment y arriver. Tu n'es pas sûr. Absolument. Alors que la recette de la mousse au chocolat, je suis sûr 100%. Si tu as des œufs qualitatifs, du chocolat qualitatif, et que tu suis bien le process, ça donne immuablement. Si. Et puis tu as l'incertain. Bien entendu, le problème, il y a une part d'incertain. Oui, d'accord. Enfin, l'incertain, c'est quand la fiabilité est faible, on va dire ça. Alors, qu'est-ce qui est incertain que je peux observer de manière contemplative? Les possibilités prudentielles. J'ai pas compris les possibilités. Prudentielles, c'est-à-dire face à une décision, il faut que je décide. Il y a des décisions qui peuvent passer par plein de moyens différents. C'est la question de choix. Exactement. Et donc dans le choix dans l'ordre du Fatchéré s'impose. Si tu veux obtenir un mur qui tient, faut qu'il soit construit à la verticale ou alors avec des systèmes tu dois faire une étude de matériaux de manière telle, voilà. Mais tu n'as pas le choix. Par contre, pour être heureux, là, dans les 15 jours qui viennent, enfin relativement, pour passer 15 jours qui viennent d'une manière qui soit à la fois physiquement, psychiquement et spirituellement agréable, si tu as des moyens matériels ou que tu as du temps, tu as 1000 solutions. Et donc, tu ne peux jamais être certain que le choix que tu fais est le seul, ni qu'il est le meilleur. C'est très exaspérant ça. Mais c'est le cas. Donc, tu ne peux pas gérer ta vie dans ce cas-là de proprement humain comme tu gères la tarte aux pommes. Donc voilà.
Voilà, je vais arriver, voilà les moyens, si j'utilise ça, alors j'y arrive. Mais c'est tentant. Les psaumes sont bourrés de ça. Les psaumes, beaucoup de psaumes sont le fait que le psalmiste dit non mais ça va pas du tout quoi. Parce qu'on choisit les bons moyens, ça aboutit à des catastrophes, et des gens qui choisissent les mauvais moyens, ils ont l'air heureux. Donc c'est en fait le fait que souvent le psalmiste, il est pas en colère, mais enfin il questionne Dieu sur l'aléatoire des choix quoi. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de mécanique du choix? Et c'est pas facile d'accepter que le certain du choix ne vient pas du choix, mais de ce en vue de quoi je choisis. C'est toute la découverte de ce qu'on appelle l'éthique. C'est que c'est ce que tu vises à travers ton choix qui donne une valeur à ton choix. Mais il est conditionné par ce que tu es aussi. Tout à fait. Tout à fait. Mais parce que la relation, c'est moi, dans ce que je suis, qui suis en relation avec cette fin. Et les moyens s'inscrivent entre les deux. Donc le moyen doit tenir compte et de la fin et de moi. D'ailleurs, il y a des moyens qui tiennent plus compte de moi et d'autres qui tiennent plus de la fin. Mais voilà, il y a des jours où le bon moyen, ça va être de dormir. Il y a des jours où le bon moyen, ça va être de se lever. Mais ça ne veut pas dire que les jours où tu dors, tu n'aurais pas pu te lever, ni que les jours où tu te lèves, tu n'aurais pas pu dormir. C'était pas l'un le bon choix et le mauvais choix. Il t'a semblé que c'était le bon choix. Il t'a semblé qu'il valait mieux faire ça plutôt que ça. Il t'a semblé qu'il valait mieux plutôt que incertain. Les aléas du choix. Voilà. Donc là, il y a une espèce de... on ne va pas le travailler là maintenant, mais ce qui est certain, c'est l'intention. Mais dans le choix des moyens, il y a une incertitude. Mais quand je suis un artiste, je n'aime pas l'incertitude. Donc j'aimerais que le choix de mes moyens dans l'ordre moral ait la certitude des moyens dans l'ordre du faire. Ça ne marche pas. Sauf si je m'y confronte. Après, je sais que je peux prendre tellement. Oui, parce que, alors, au bout d'un temps, tu vois qu'il y a les moyens non fiables. C'est-à-dire qu'il y a des moyens qui sont toujours mauvais. Donc ceux-là, ils ne sont pas fiables. Et puis, tu as les moyens toujours fiables. Ça, c'est que des moyens intérieurs. Te déterminer à la rectitude, à la détermination à vouloir faire le bien et à l'accueil du réel comme il est. Ça, tu peux. Mais après ça, c'est quoi l'organisation de ta journée? C'est quoi l'utilisation de ton temps? C'est quoi le dosage de ce que tu vas faire pour autrui, ce que tu vas faire pour toi, la manière dont tu mets l'équilibre de ta journée en risque ou non? Et dans l'ordre du faire, il y a un incertain, c'est l'apparition d'une intuition créatrice. T'as pas de moyens. T'as des jours, zéro. T'as beau tout faire, t'as respiré, t'as prié, t'as bien mangé, il fait beau, zéro inspiration. Et dans d'autres cas, t'es complètement en vrac, tu te demandes ce que tu fais là, et paf, c'est très étonnant ça. L'incertain du moment d'inspiration. Bon, c'est pour dire aussi qu'il faut apprivoiser ce qui n'est... Enfin, il faut apprendre à faire confiance dans l'incertain. C'est tout un boulot, voilà. Donc ça donne des degrés, mais je ne fais pas confiance dans l'incertain si je n'apprends pas déjà à repérer ce qu'il est certain. L'angoisse, par exemple, c'est très bizarre psychiquement, c'est ce qui va me faire prendre ce qui est pour de l'incertain. Quand tu es dans l'angoisse, tu te mets à douter de tout, presque de la cohérence élémentaire des choses qui sont de toute façon immuables. Tu peux avoir peur que le soleil se lève, hein, que ce soit le matin. Ça va être le matin. Hein. Ah, mais je suis angoissé. Que ce soit le matin. Ouais, ça va être le matin. Voilà, c'est ce que je vous dis là, c'est un chantier, il faudrait travailler là-dessus, mais il me semble que ça vous voyez, là j'essaie de voir c'est quoi le chemin positif, même si dans notre vie on fait ce qu'on peut, mais le chemin positif intérieurement de la structuration de la confiance.
Alors, ce qui est intéressant ensuite, c'est que cet apprentissage-là de la confiance, qui est un premier niveau, je vais m'en servir, ce que nous faisons d'ailleurs spontanément, hein, pour éprouver la fiabilité des personnes, la fiabilité des groupes et la fiabilité des événements. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on est dans la rhétorique du fiable mensonger. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Tout le monde vous dit, on vous a dit ça depuis toujours, c'est totalement faux. Mais faites-moi absolument confiance, parce que moi j'ai totalement... Enfin, vous voyez, je veux dire, il n'y a pas de mesure, quoi. Là, en gros, la nuance a disparu. Donc on est dans une rhétorique, je ne sais pas comment il faut l'appeler, de la surenchère d'une assertivité non fondée. Voilà. Et donc, du coup, on voit bien que dans la vie de tous les jours, on a besoin... parce que vous voyez, il y a le champ, ce que je viens de vous parler, c'est de mon champ d'existence à moi. Et on voit bien qu'en étant confronté à plein d'éléments, comment j'éprouve la fiabilité de ce qu'on me raconte, par exemple, sur M. Trump ou M. Mélenchon, M. Macron ou Gaza ou la Syrie. C'est très difficile, vous voyez, parce qu'en plus, on est convoqué à se prononcer là-dessus, même inconsciemment, hein, en permanence. C'est très bizarre comment est-ce qu'aujourd'hui, l'information me met à son propre tribunal. C'est très bizarre, ça. Autrefois, on me donnait une info, puis t'en fais ce que tu veux. Maintenant, on ne me donne pas une info. On t'impose. On te convoque pour t'obliger à dire ce que tu en penses, dans la manière de faire. Hein. Ce que font les machins, les types télévisés, là, les interrogatoires, les types à la radio haute, ils n'interrogent pas du tout les gens. Enfin, c'est un interrogatoire policier, c'est pas un interrogatoire... tu n'as aucune marge de manœuvre, tu n'es pas du tout respecté dans le questionnement. Tu rentres dans la procédure du questionnaire policier. C'est incroyable, ça. Et donc, là, il y a une vraie... Voilà, donc il me semble qu'on va éprouver les événements, les personnes, et ce qui est aussi compliqué, c'est les communautés humaines. Est-ce que je peux faire confiance à ma banque ? Est-ce que je peux faire confiance à mon syndicat? Est-ce que je peux faire confiance à ma famille? Est-ce que je peux faire confiance à ma paroisse? Est-ce que je peux faire confiance à mon groupe d'amis? Enfin, entre guillemets, ou de collègues? Voilà, c'est vrai, l'expérience montre que faire trop ou pas assez confiance à un endroit qui pourrait, qui peut ou me faire du mal ou au contraire m'aider à grandir, c'est bête. Je n'ai pas à me méfier des domaines ou du groupe de personnes à qui je pourrais tout à fait faire confiance, mais j'ai à faire gaffe aux endroits. Vous voyez, c'est pas... Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est devenu, pourquoi, plus compliqué? Parce que la multiplication de la confrontation des individus aux événements, la multiplication de la confrontation des individus à d'autres personnes que la sphère immédiate dans laquelle je vis, et la confrontation des personnes à d'autres groupes est permanente. Quand tu vivais, là, de nouveau, tu prends 100 ans en arrière, les communautés humaines, c'était le village, il n'y a pas de syndicat chez les agriculteurs, la coopérative pour les gens, il n'y a pas de coopérative il y a 100 ans, la paroisse c'était le village, à la limite il y avait des gens plutôt de droite avec le curé, plutôt de gauche avec l'instituteur. T'avais qui d'autre comme groupe? Bien décrit dans Pagnol. Il y avait le village d'à côté, bon, ça c'est sûr, ceux-là, de toute façon, on pourrait savoir qui c'est. Les étrangers, n'en parlons pas. Mais c'était assez simple quand même la vie, non? Et alors les événements, c'est que la vache à Jules, elle a moulu, hein. Et le lait de la madame Michette, elle a tourné. Bon, voilà, bon, bref, ça va pas non plus midi à 14h, hein, c'est ça que... Donc, mais il faut bien se rendre compte de ça. Et les gens sortant de ton cadre familial ou de vie, oui, quand l'instituteur était nommé par, enfin tu vois, je sais pas, ou monsieur le préfet, oui. Même le gendarme était du quartier. Enfin voilà, donc c'est pour dire que on se rend pas bien compte. Mais aujourd'hui, donc ça veut dire que la sollicitation de notre discernement sur la fiabilité, il est permanent, il est épuisant. C'est-à-dire dans les temps, les autorités étaient établies oui. et
quelque part, il y avait la justesse de l'autorité. Tout à fait. Aujourd'hui, on a affaire à des autorités autoproclamées. Tout à fait. Et si ton propre socle de fiabilité n'est pas suffisant, c'est-à-dire ton degré de dépendance psychique de l'extérieur, plus il est important, plus il est influencé par ces autorités autoproclamées. Tout à fait. Et donc ça veut dire qu'un enfant qui n'a pas appris à faire quelque chose, qui n'a pas été éveillé à l'émerveillement devant la réalité des choses qu'il a devant lui, qui n'a été habitué qu'à gérer de manière rhétorique et vraisemblable un certain nombre d'informations et de discours, il est parfaitement à la merci de tout ce qu'on a dit. Donc c'est normal que la difficulté à faire confiance, ou l'angoisse de l'impossibilité de la confiance, soit une composante majeure de la structuration de la déstructuration de sa personne. Mais ça veut dire que, évidemment, sur beaucoup de choses, je ne vais pas pouvoir me prononcer. Je ne peux pas me prononcer. C'est-à-dire que je suis entre l'incertain et le probable. Si on est honnête. Voilà, si on est honnête. Alors, sur les personnes, à mon avis, c'est là qu'apparaît, on le creusera un peu plus loin, le critère de fiabilité des personnes. Si je regarde les personnes, oui, d'abord, qu'est-ce qui est fiable dans les personnes? Bon, il y a ce qu'elles sont, ça c'est sûr. Mais ensuite, il y a leurs compétences. On y reviendra. La personne est fiable dans ses compétences. Et le type de relation de confiance basée sur la fiabilité de la compétence, c'est ce que Aristote appelle l'amitié d'utilité, qui n'est pas négative. Il faudrait dire, moi je dirais, l'amitié ou la relation interpersonnelle sur la base de l'échange de compétences. Ou sur la base d'une compétence, parce que l'un peut être compétent et l'autre bénéficiaire. Hein. Je paye le cordonnier, je paye le boulanger, je paye le charcutier sur la base de sa compétence. Et j'ai confiance, c'est un bon boulanger, c'est un bon boucher, c'est un bon réparateur de voitures. J'ai confiance en lui, on va dire. Dans la limite de ses compétences. Voilà. S'il me livre les conseils des vies, voilà. Ensuite, il vote peut-être pas de la même manière que moi, il vote peut-être même pour le parti adverse, mais en tout cas, pour réparer les voitures, le gars, il est nickel. Et comme il ne vient pas me chercher à me convaincre de faire partie de sa boutique, politique ou religieuse, et qui répare bien ma voiture, notre relation s'est établie là-dessus. On y reviendra, ça. Ensuite, il y a la fiabilité qui repose sur ce qu'on appelle la connaturalité. C'est-à-dire que, intuitivement, je le sens bien. Je pressens bien la manière de fonctionner de l'autre et je me sens bien avec l'autre. L'autre me rassure. Et je pressens bien qu'il ne me rassure pas parce qu'il me manipule. Mais parce qu'il y a quelque chose de... C'est ce qu'on a, la même chose, c'est ce qu'Aristote appelle la relation interpersonnelle fondée sur de la bienveillance active réciproque. Lui, il appelle ça l'amitié de plaisir. Hein. Mais, voilà, la présence de l'autre m'aide à être plus en paix avec moi. L'une comme l'autre, d'ailleurs, peuvent déboucher sur la découverte d'un intérêt pour ce qu'est l'autre. Dans un cas, tu passes de sa compétence à ce qu'il est. Dans le deuxième cas, tu passes de ce qu'il t'apporte par sa présence à ce qu'il est. Ça peut être plus difficile dans le deuxième cas, d'ailleurs. Alors c'est très bizarre, parce qu'on en arrive à ce moment-là, on se dit, ben oui, mais j'ai confiance dans ce qu'est l'autre, mais pas par rapport à moi. Il est ce qu'il est. Il est sûrement une personne merveilleuse en elle-même, mais moi non. Voilà. Et donc, on en est à cette question. Comment maintenant on va passer, fort de ce premier moment, de cette première expérience, à la construction de la relation, à la relation de confiance. L'autre est fiable dans ce qu'il est, mais je ne le vois pas. Cette fiabilité ne touche pas en profondeur ma personne. Je ne vais pas, on va dire ça autrement.
comment je pourrais bénéficier de la fiabilité de l'autre, de ce qu'il est? Alors, soyons clairs, hein, c'est impossible quand je n'arrive pas à savoir ce qu'est l'autre, parce que de toute façon, la représentation qui s'impose de l'autre à moi est telle que j'ai pas accès, quoi. Je supporte pas l'autre, il me fait peur, je le fantasme complètement, je vois bien, je peux pas m'empêcher d'imaginer, enfin, voilà, vous voyez, bon, dans certains cas, la porte est complètement fermée. Et c'est là que, on va peut-être faire une petite pause, mais j'aimerais commencer à travailler avec vous, ce que je voudrais peut-être qu'on développe ensemble la prochaine fois, c'est, je pense qu'il y a une expérience, avant la relation interpersonnelle, hein, qui va être le vrai lieu de la construction de la confiance, c'est le service. Je pense que rendre service à l'autre, laisser l'autre me rendre service, coopérer au service que l'autre me rend, est un lieu d'ajustement extraordinaire, en fait, du passage de la confiance de la compétence, dans la compétence, à la confiance dans la personne. Je pense que c'est une erreur de vouloir, comme un peu là encore, le monde contemporain, à cause de notre génération à nous, qui avons rêvé le grand amour, c'est comme si on allait passer directement la confiance dans l'autre. Ça, c'est tout le délire amoureux, quoi. Ah oui, je te comprends, tu me comprends, parce que c'était toi, parce que c'était moi. C'est très bien, mais ça, c'est totalement exceptionnel, et ça réclame d'ailleurs des gens déjà assez structurés dans la confiance. Donc, je pense qu'il y a d'abord un apprivoisement de l'autre. Cet apprivoisement, c'est ce qu'on appelle le service. Et au fond, on a vécu le service pendant des millénaires, ou bien... Alors, on a déjà un traité du service, hein, c'est la question de l'esclave chez Aristote. Ah oui. Oui, bien sûr, parce qu'on le prend à mal à cause du mot esclave, mais en fait, ce qui travaille autour de l'esclavage, c'est le travail autour... Il dit, il y a des gens, ils ont besoin de vivre par le service. Parce qu'ils n'ont pas d'autonomie personnelle. Ils n'ont pas, dit Aristote, il y a des esclaves par nature. Ce qu'il appelle esclaves par nature, ce pas des gens qui sont censés être les instruments dont les autres disposent comme des choses. Non, pas du tout. Ce sont des gens qui n'accèdent pas à la prudence autrement qu'à travers le faire. Et donc qui finalement, précisément, ont besoin d'être d'être coachés en permanence. D'être assuré. Voilà, ils ont pas de... ils ont une faiblesse d'autonomie dans le discernement. Mais précisément, la noblesse qu'ils peuvent développer, c'est celle d'une compétence. Il y a des gens d'ailleurs qui sont merveilleux dans leurs compétences, et dès qu'ils sont en responsabilité directe d'eux-mêmes, seuls face à eux-mêmes, c'est des catastrophes. Il y a des militaires qui sont des hommes admirables, et en temps de paix, ils sont alcooliques et violents. Tu as des gens qui peuvent être de magnifiques artisans et qui sont qualitatifs, fiables. Et puis, laissés à eux-mêmes, leur propre problématique intérieure les rend incapables de la relation autrui, autrement que dans la coopération du faire. Voilà. Et donc, c'est tout. Et je vous dis, moi, je n'ai pas vu grand-chose qu'on ait développé là-dessus. Alors, si en expliquant que l'autorité, c'est le service d'autrui, surtout, ça permet de la garder, enfin, de la transformer en pouvoir, parce qu'une fois que tu rends service à l'autre en ayant autorité, d'ailleurs, tu es rémunéré étant donné la noblesse du service que tu lui rends. Mais justement, la notion des services, est-ce qu'il n'y a pas cette notion des gratuités dans les services? Alors, précisément, c'est pour ça que je pense que Aristote dit tout à fait à l'opposé que la communauté humaine, elle naît de l'échange de la parole et des services réciproques. Saint Thomas va beaucoup développer ça, qu'une communauté humaine, elle repose sur les services réciproques, sur les échanges, alors à la fois gratuits et négociés, des compétences des uns au service des autres. Et c'est très intéressant d'ailleurs de dire qu'une vraie communauté humaine, c'est une communauté dans laquelle il y a des services circulaires, c'est-à-dire que tu ne rends pas toujours service à ceux qui te rendent service, mais tu rends service à un autre et que finalement, il faut qu'il y ait une circularité intelligente du service. Comme il faut qu'il y ait une circularité intelligente de la solidarité, comme il faut qu'il y ait une circularité intelligente de la compassion. Mais la première circularité, c'est celle du service. Et la circularité du service est ce qui permet d'ailleurs de réguler la justice. Je parle de la justice notamment dans la répartition des biens matériels. Bref, je ne vais pas montrer toutes les conséquences que ça aurait sur une manière de mettre en place un capitalisme tempéré par la notion de service. Mais bon, je ne veux pas me lancer là-dedans. Là, je veux rester sur le fait que il y a une activité dans laquelle je ne suis plus directement face aux choses et face à moi-même, mais je suis avec l'autre. Pas complètement face à l'autre.
Dans le service, alors il y a deux formes de service, où quelqu'un rend un service à l'autre, ou bien nous faisons quelque chose ensemble. Et quand nous le faisons ensemble et où nous avons besoin de l'un et de l'autre pour le faire, chacun rend le service à l'autre. Vous voyez, quand vous déménagez ensemble un meuble, vous coopérez. Et vous rendez service à l'autre parce que vous ne pourriez pas le faire seul. Et puis il y a des fois où c'est une personne qui rend un service à l'autre. Et ça n'est pas réciproque. Mais ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qui est identique? C'est le fait que la relation à l'autre passe par un moyen objectif, qu'est ce que nous faisons ensemble. Parce que quand l'autre je me rend un service, ou gratuitement, ou parce que je lui demande et je rémunère pour ça, il faut bien que je me prête au service qu'il me rend. Si tu es là, que tu commandes une tourte aux champignons, et qu'au moment où tu arrives, tu dis à l'autre je n'en veux pas, finalement, il te met dehors de son restaurant. Tu le payes, mais tu as raté. Parce que tu ne lui as pas laissé te rendre service, tu n'as pas coopéré au service que tu lui avais demandé. Tu dis oui, mais je vous paye, donc je ne vous dois plus rien. Si tu as la relation de confiance qu'il y avait entre nous, la relation humaine, tu l'as abîmée. C'est cassé. Parce que tu ne m'as pas traité sur la base du contrat de confiance qu'il y avait derrière le fait que tu me demandes de te faire quelque chose pour toi. Donc, vous voyez, je peux pas, le service, c'est pas user de l'autre comme d'un objet. Hein, on pourrait presque dire ça comme ça. Le service, c'est ou user l'un de l'autre, mais avec un accord de relation respectueuse, ou bien user de l'autre, mais là encore, il y a un contrat relationnel. On pourrait dire ça comme ça. Et j'aime bien, moi, l'idée qu'il y a donc une relation négociée. Alors, si je veux travailler de près, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette relation? C'est que précisément, l'objectivation de ce que je me suis engagé à faire pour l'autre, ou l'objectivation de ce que l'autre s'est engagé à faire pour moi, ou l'objectivation de ce que nous nous sommes engagés à faire l'un pour l'autre ou à faire ensemble, permet de convoquer l'affectivité de l'un et de l'autre. Je m'aperçois que, oui, nous nous concentrons sur ce que nous avons à faire ensemble, mais chacun ne le vit pas de la même manière que l'autre. J'ai énervé mon thérapeute. J'ai affolé mon client. J'ai fait peur à mon patient. Ça c'est... Voilà. Mais ce qui permet, donc, je dirais, l'affectif n'est pas l'enjeu direct de la relation, et en même temps, il fait partie du dispositif de la coopération. Quand je suis, comprenez bien, face à la nature et à sa beauté, on l'a dit tout à l'heure, mon affectif peut jouer, mais voilà, alors que si c'est une personne que tu peux admirer comme un coucher de soleil et que l'autre ne veut pas t'admirer comme un coucher de soleil, c'est compliqué. Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Qu'est-ce que t'as? Je t'ai fait quelque chose? Voilà, bon. Mais donc les choses sont... Et puis dans le facere, soulignons quand même par rapport au monde contemporain que le faire ne nécessite pas l'autre. Hein. Autrement dit, le travail, le faire, n'implique pas nécessairement l'autre. C'est pas vrai, il ne faut pas moraliser le travail. Le travail, il n'est pas d'abord pour l'autre. Le travail, il est pour que moi, je réalise quelque chose. Le travail, il a quelque chose d'autocentré, d'égocentré. Le travail, c'est la réalisation de ce que je porte. Alors, ensuite, précisément, pour travailler avec d'autres, il faut que nous ayons fait chacun nôtre la part de réalisation de ce que nous allons faire ensemble. Et donc, précisément, dès que je vais faire quelque chose avec l'autre, je vais coopérer avec l'autre à la même œuvre, alors nous nous rendons service l'un à l'autre pour le réaliser. Et donc là, peut-être convoquer la dimension affective de la relation à autrui. La relation affective de la relation à moi, je l'ai vue avant, en partie. Hein. Je n'ai pas vu la relation dans son interaction avec l'autre, mais je l'ai vue par rapport à moi. Je vous dis, je vais m'intéresser aux scolopendres et aux vermisseaux, et aux lombriques. Non, c'est ça, le truc quand on était petit, là, on regardait à l'école. Le lombric. Oui, c'est ça, le lombric. Bon, ouais, hein. Je ne suis pas forcément passionné. Voilà. Il y a des gens qui aiment les tulipes, d'autres qui préfèrent les pivoines. Donc voilà. Et donc, disséquer les animaux, bon, voilà. Donc c'est
Je vais apprendre à dépasser mon c'est dégueulasse ou comme c'est fascinant, voilà, pour entrer dans une espèce de, pour le coup, d'être au plus près de la chose. Dans le travail aussi. Tout d'un coup, j'en peux plus, j'ai plus confiance en moi, ça fait la 4e fois que j'essaye, je n'y arrive pas. C'est trop compliqué pour moi de faire du vous savez le truc avec une seule roue là. Monocycle, voilà. Ou le truc où tu as 2 roues qui avancent toutes seules, ou une où tu es là avec ton machin électrique, là, tu as essayé 3 fois, ou le ski, tu t'es cassé la figure, bon voilà, le tennis, tu n'as pas compris ce que c'est qu'un service, tu rates ton truc, bon. Tu désespères, donc c'est affectif. Donc là aussi, il y a un ajustement, le travail est un endroit extraordinaire de l'ajustement de mon affectif à mon choix et au réel. Si tu veux vraiment le faire, il va falloir que tu fasses avec qui tu es et avec ce que sont les moyens que tu utilises. Donc là, il y a tout un apprivoisement, mais c'est un apprivoisement, alors le regard de l'autre interfère dès que j'ai quelqu'un qui me coach, qui m'accompagne, mais là, on est dans le service tout d'un coup. Et en fait, la notion de service, elle est très large. C'est dès que j'interagis avec autrui sur la base de l'apport d'une de ses compétences envers moi ou d'une de mes compétences envers lui ou réciproquement. D'accord ? Sous ce rapport-là, d'ailleurs, on pourrait assimiler la relation d'agrément et la relation d'utilité parce que ce qui m'est utile, c'est que l'autre est agréable. Et ce qui m'est agréable, c'est que l'autre est utile. Et donc, précisément, je vais convoquer mes réactions au fait qu'il n'est pas assez efficace, il m'énerve, voilà. Et donc, c'est là que c'est intéressant, c'est que le service est un dispositif dans lequel je rencontre l'autre sur la base de quelque chose d'objectif à faire, c'est-à-dire sur la base des compétences qu'il a à m'apporter quelque chose, pour m'apporter quelque chose, la compétence que je mets en œuvre pour recevoir ce que je lui ai demandé de m'apporter. Si tu danses le tango, la valse ou le rock acrobatique, c'est pas pareil, la coopération. Et cette coopération à l'occasion du bénéfice de la compétence d'autrui, ou du fait que je fais bénéficier de quelqu'un de ma compétence ou réciproquement, est l'occasion d'un apprivoisement de l'altérité, c'est-à-dire de ce qu'est l'autre au-delà. Alors pourquoi ? On comprend bien, puisque l'autre, dans l'objectivité de la compétence qu'il met en œuvre, apparaît mieux que dans sa pure subjectivité. Vous voyez, je ne sais pas comment expliquer ça. Quelqu'un qui est à fond dans ce qu'il fait, qui le fait bien, je découvre plus qui il est que quand je suis simplement dans une espèce de jeu affectif, de faux semblant, où je ne sais pas où est l'autre. Tu vois, je veux dire, le type, il doit servir au tennis ou il doit faire sauter les crêpes. Je veux dire, quand je le vois être capable de le faire et de le faire bien, je le vois dans la noblesse de son être. Ça peut être par ailleurs quelqu'un de détestable dans la relation en face à face, c'est possible, mais là, je le vois plus comme il est que des fois dans la relation. Ouais, donc, il y a une première objectivation de ce qu'il est. Le facere, c'est très bizarre, a une manière alors moi je dirais de me sortir de ma zone traumatique, mais plein d'éléments peuvent jouer, mais il y a quand même quelque chose qui émerge. Parce que là, l'autre, il se met un peu à nu. Exactement. Il est dans le fer, Exactement. Il se met à nu, il est Exactement. plus dans ce qu'il veut montrer. Exactement. Parce que tu as raison, c'est sa personne, par sa compétence, sa personne en direct, par sa compétence, contribue à quelque chose. Et c'est d'ailleurs comme ça que tu peux tomber amoureux du beau tennisman, sauf qu'en face à face 5 minutes, tu ne le supportais pas 45 minutes. Ou de la danseuse étoile, qui est par ailleurs complètement hystérique. J'ai l'impression le dégage qu'il peut y avoir entre le comédien sur la scène et le comédien au moment où tu bois un pot avec lui après. Hein. Ou le rhéteur. Oui. Qui te fait un discours magnifique sur la morale, la grandeur de Dieu, mais qui ne supporte pas qu'il y ait des enfants devant. Parle de la miséricorde et la grandeur d'âme et qui pique une crise parce que tu as un gamin qui pleure. Madame, voulez-vous bien le faire sortir ? Et vous avec. Ceci dit, peut-être que c'est sa limite, hein, mais à ce moment-là, il faut qu'il en demande pardon et qu'il s'en explique. Voilà, donc c'est pour dire que... Mais il y a quelque chose de très beau quand même, quand je prends ça positivement. C'est pour ça que c'est tellement important d'apprendre à faire quelque chose et d'être compétent.
Parce que là, voilà, il y a quelque chose qui émerge d'une forme de noblesse, mais qui n'est pas suffisante, évidemment. Et puis, donc ça, c'est une première manière d'apprendre l'altérité de ce qu'est l'autre. Et puis l'autre, c'est de bien pressentir que bien, il y a une différence, et en même temps, les deux sont liés entre ce que je pressens de l'altérité de l'autre au-delà de sa compétence, et puis tout le paquet affectif qu'il y a avec, chez moi et chez lui. Donc je vois bien que le dispositif du service est une manière d'entrer en relation avec autrui de manière telle que nous allons gérer à deux, à devoir gérer à deux, la part affective des interférences. Et donc la découverte de ce qui effectivement dispose positivement à la confiance, de ce qui inversement ne dispose pas à la confiance. Et donc on revient sur ce qu'on avait vu tout au début. Il y a des choses où ça dispose parce qu'on se ressemble, on se comprend tout seul, voilà, et spontanément, on peut presque se devancer l'un l'autre, au risque de ne plus voir l'altérité. On est tellement des potes dans le faire qu'on ne voit pas que l'autre est l'autre, et qu'en fait, il ne met en jeu que ce qui me ressemble, et je ne mets en jeu que ce qui lui ressemble. Au féminin ou au masculin, ça peut aussi jouer dans la similitude de la complémentarité. Voilà, donc ça, c'est la disposition positive, mais auquel il faut que je fasse attention. Inversement, je vois bien qu'il y a des dispositions négatives, c'est-à-dire tous les endroits du malentendu, de l'incompréhension, de l'interprétation des signaux faibles. Autrement, on dit mais oui, mais ça a l'air de t'énerver que je fasse ça. Non, ça m'énerve pas. Ça, tu me le dis de manière énervée. Donc voilà, attends 2 minutes, on va le faire. Et après ça, on va en parler. Et donc cette espèce donc c'est un chantier, pour le coup, d'objectivation de la subjectivité. Et d'un apprentissage de sa gestion, avec toutes les limites. Donc c'est extraordinaire en fait, on apprend à gérer, on doit reconnaître humblement qu'on n'y arrive pas, enfin voilà. Alors évidemment, c'est d'autant plus faible, cette part affective est d'autant plus faible que la coopération met moins en contact les personnes, tu vois. Comment expliquer ça? Tu sais, qu'est-ce que j'ai vu ça le jour là? Tu commandes quelque chose, ça t'est livré par Amazon, quoi. T'as jamais vu personne, ni le gars qui a déposé le paquet, ni rien du tout. T'es tout content là, t'as pas d'interaction avec personne. Ni monsieur Amazon, ni le monsieur qui a fabriqué le truc qui a été livré par Amazon, ni le livreur, rien, personne, t'as rien vu. T'as plein de gens qui ont été en jeu pour t'amener ça là, mais toi, tu fais l'économie de tout le monde, super bien la vie. Et donc ça, effectivement, le service est rendu. Mais là, il n'y a pas tellement lieu d'apprentissage de grand-chose, à part de l'usage de l'informatique. Et on revient à la gratuité. C'est un service que tu as payé. Voilà, tout à fait. Tout à fait. C'est un achat, c'est un bien acheté. Tout à fait. Les services, c'est acheté. Tout à fait. Dans quelle mesure il reste les services? Alors tu as raison. En fait, c'est vrai que là, la dimension humaine du service, donc le mot service est équivoque là. Mais bien qu'il y a quand même des gens qui m'ont rendu service, mais on va dire, j'ai raté en faisant ça. J'annule complètement la dimension humaine, la dimension d'expérience humaine dans le service. Je n'ai aucune expérience humaine. Voilà. C'est dommage parce que des gens m'ont rendu service. Sur le plan matériellement, et nous n'avons pas pu nous rendre service dans la rencontre. Parce que normalement, dans le service, tu te rends le service d'une humanisation réciproque, on va dire ça comme ça. Chacun essaie de coopérer à l'humanisation de l'autre, par la reconnaissance de ce qu'il a fait, par la coopération à ce qu'il fait pour moi. Donc voilà, là il y a quelque chose de la... Alors, on pourrait dire l'autre extrême, c'est le cas de la relation thérapeutique ou médicale ou de l'apprentissage de l'amitié dans lequel on fait des choses ensemble, dans lesquelles la question de l'interaction affective est au centre. Elle n'est pas le centre, mais elle s'invite au centre. Et donc là, je dirais, l'exercice du service est encore plus important. D'en revenir à l'objectivation de ce à quoi nous nous sommes engagés dans la coopération. C'est pas simple toujours d'ailleurs, parce que tu le découvres au fur et à mesure. Que ce soit vis-à-vis du médecin. Oui, tu n'as pas pensé que le médecin allait t'annoncer que tu n'en avais plus pour 6 mois.
ou qu'il allait falloir passer par une opération massive. Ou que derrière, elle est en train de te dire, oui, mais attendez, ça vient pas en fait de votre corps, ça vient des problèmes relationnels que vous avez. Enfin, donc voilà, et en même temps, c'est normal que le médecin te dise ça fait partie de ta santé. Il n'a pas nécessairement à t'assigner les moyens, mais il a à te dire, c'est son rôle, que non, là, tu n'as pas mal au foie, tu fais une dépression. Voilà. Et peut-être parce que tu viens de perdre un enfant, ou je ne sais pas trop quoi, enfin, ou que tu viens de vivre une séparation ou un deuil. Et donc, comment expliquer ça? L'objectivation de la coopération, comment dire ça? Et on voit bien, et ce qui permet que la dimension affective soit convoquée comme un chantier, on va dire ça, comme un chantier d'apprentissage de la confiance. Bon, on ne va pas rentrer dans toutes les déviances possibles de ça, hein, parce que tu peux, au nom de la compétence, réclamer une soumission de l'autre, qui est en fait tout à fait affective, qui n'est pas à ta compétence, qui est à ta personne. Tu peux, à l'occasion de la compétence, rentrer dans un jeu affectif qui n'a rien à voir avec ce qui était nécessaire pour coopérer. Voilà, donc ceci dit, c'est intéressant, parce que c'est là qu'on voit une question qui est très importante, qu'on aborde, qui est la confiance en soi, hein, c'est que je vois à l'occasion du service qu'il n'y a pas que l'objectivation de ce que je veux faire et de ce que l'autre veut faire. Il n'y a pas simplement l'objectivité de ce que je suis et de ce qu'est l'autre. Il y a tout ce que j'appellerais les motivations secondaires, c'est-à-dire les interactions affectives non conscientes, ou plus ou moins conscientes. Tout, comme on dit dans le verbiage, tout ce qui se joue. Enfin, tout ce qui se joue de moi surtout. D'ailleurs, avec qui je joue. Il y a la partie où c'est moi qui joue, puis il y a la partie qui se joue de moi, en fait. Voilà. Donc là, mais je trouve que c'est très important, parce que apprendre à accueillir mes motivations secondaires, ça fait partie du chemin de la confiance en soi. Parce que si je me rêve étant un jour fiable, enfin, parce que j'aurais réussi à éliminer mes motivations secondaires, à les identifier, à les neutraliser, c'est stupide, ça. Je ne suis pas transparent. Nous ne sommes pas des méduses, et donc nous n'avons pas de possibilité C'est ça l'affectif. L'affectif, il est... Comment dire ça? Alors on verra, est-ce qu'à un moment donné, il faudra qu'on l'aborde d'ailleurs, hein, mais comment je fais pour que toute cette zone où il y a des choses très simples, très élémentaires, qui se jouent de manière tout à fait limpide, des choses plus complexes et puis des choses plus obscures, mais dont je n'ai pas nécessairement à avoir peur. Enfin voilà, ça on ne va pas le travailler tout de suite. Hein. Mais on va dire que je sais que ça arrive, ça. Et c'est ce qui se passe, moi je vois bien, dans une entreprise à plusieurs personnes, tu n'avais pas pensé ça au début, et puis des fois ça vire à des problématiques qui n'ont rien à voir. Tu as des enjeux de pouvoir, de jalousie, de rivalité, de dépréciation, d'humiliation, enfin c'est impressionnant. Hein. Et donc, de nouveau, l'objectif commun, ou le projet partagé, doit permettre de revenir à ce qui fait l'alliance dans la coopération. Voilà, ensuite, quelle est la part où il faut aborder la question affective? En gros, au début, pour être honnête, j'aborde la question affective dans la mesure où elle va servir le projet commun. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une première... Normalement, c'est l'apprentissage du service, c'est d'apprendre à ce que je me dispose aussi affectivement à pouvoir rendre ce service. Je suis au service de Monsieur le Comte. Aujourd'hui, il me gonfle beaucoup, Monsieur le Comte, d'autant plus que moi, j'ai déjà beaucoup de choses qui m'énervent par ailleurs, mais je suis au service de Monsieur le Comte. Donc, je vais prendre sur moi et être serviable, attentif, attentionné, délicat. Et si j'ai l'occasion, je lui ferai savoir que, voilà, pour d'autres raisons, je ne vais pas bien, quoi. Pour qu'il puisse lui aussi coopérer, parce que je sais qu'il en est capable, à être aussi attentif au fait qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile pour moi. Oui, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je trouve que c'est bon aussi, parce qu'on n'est plus simplement dans l'apprentissage de l'affectif, et donc d'une confiance en soi, vous voyez, d'une maîtrise confiante en soi-même sur la base du travail, mais on est dans quelque chose d'une maîtrise aussi dans l'interaction avec l'autre. Bon, évidemment, avec le risque, c'est que quand j'ai appris à faire ça, je risque d'être dans un rôle. Tout va bien. Moi, tout va bien. Ou alors l'inverse. Ah non, mais ça va jamais bien. Comment ça va? Oh là là.
Ça va mal et ça dure. Voilà, et donc c'est pour dire qu'il y a quelque chose là, le service est moi je pense à un lieu d'apprentissage extraordinaire. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas philosophiquement mis en lumière ? Parce qu'il est bâtard, comprenez bien, c'est un mélange. Vous comprenez, le philosophe, il aime bien les choses qui vont au bout de la compréhension de clés. C'est pas une clé. C'est pas une clé, c'est un dispositif. Par contre, il devrait passionner le pédagogue, il devrait passionner l'éducateur. Et il devrait surtout nous passionner nous-mêmes dans le chemin d'auto-éducation. Et je trouve que ça manque terriblement. On est resté sur un modèle du service aliénant, et on est passé du service aliénant au service rémunéré. Mais c'est quand même pas intelligent. Non ? On est passé dans la notion de pouvoir. Oui. Et puis... Et pas du tout dans l'ennoblissement de celui qui sert par la compétence qu'il met en œuvre, par la reconnaissance de sa compétence et par la fréquentation de la personne auquel il rend service à travers sa compétence. C'est très étonnant. Parce que quand tu sers l'autre pour le meilleur de ce qu'il est. Tu vois, normalement. Excuse-moi, mais je trouve que c'est important. Le mot que tu as dit, c'est auto-éducation. Mais on ne sait pas ça. On ne sait pas faire ça. Moi, je l'ai découvert parce que j'ai eu la chance de... Oui, je suis d'accord. On ne nous dit pas ça. Être responsable de soi, c'est s'auto-éduquer. L'éducation doit conduire à l'auto-éducation. Oui. Nous, ce qu'on appelle être responsable de soi, c'est assumer le fait qu'on n'a jamais été éduqué correctement. Tu vois. Donc, j'assume. C'est la grande phrase. Tu n'assumes rien du tout. Ce qui t'assume, c'est que tu te prends, pas en main, mais au moins en charge. Oui. Donc, l'altérité, ça doit être aussi ça, être lucide qu'il y a quelque chose qui nous... avec l'affectivité qui nous lie, mais en même temps, il y a... Je suis responsable de l'autre, et réciproquement. Et que c'est un chantier. Voilà. Alors, d'auto-éducation, voire de rééducation. Mais la rééducation, je ne peux pas l'opérer moi-même. Non, j'ai besoin des autres. Qu'est-ce que c'est qu'une thérapie ? C'est une aide à la rééducation. Hein. Donc, ça fait partie de ton... Dans l'auto-éducation, il y a la lucidité, qu'il y a des choses que je n'arriverai pas à éduquer parce qu'elles ont été déformées dans la compréhension de moi-même, dans la manière de m'y prendre. Et donc, j'ai besoin d'un tiers regard et d'une tiers compétence qui va m'aider précisément à ce que cette part qui pour l'instant est en marge du processus de croissance de ma personne soit réintroduite dans le jeu de ma croissance. Oui, c'est vrai. La thérapie est toujours rééducative et elle a pour but de pouvoir insérer dans l'auto-éducation de moi-même plus de ma propre personne. Alors, ce qu'on regardera la prochaine fois, c'est est-ce qu'il y a des étapes dans la confiance ? Je pense qu'à la louche, bon, on le creusera, hein, il y a sans doute des dimensions de la confiance. Confiance en soi par la compétence, confiance en soi dans une certaine forme de relation à l'autre, confiance dans l'autre. Oui. Donc, il y a sans doute différents types de confiance qui grandissent. Et puis, ce qu'il faudra regarder, c'est après ça, comment est-ce que ça me dispose à faire le saut d'essayer d'aller en face de l'autre pour lui-même. Voilà. Et ça, c'est... Bon, qui est quand même... Alors évidemment, c'est humiliant. Parce qu'on a été dans le sein maternel en face à face, tu vois, fusionnel avec quelqu'un. On a été, comme enfant, par moments, dans des face à face. Hein, d'ailleurs, si on est honnête, nous ne sommes des adultes capables d'être un tout petit peu responsables d'eux-mêmes que parce que nous avons croisé des personnes qui, au moins à un moment donné, même sur un temps court, ont été des interlocuteurs. On a croisé les regards. Voilà. On s'est croisé dans leurs regards. Exactement. Et après, on s'est croisé dans les miroirs. Voilà. Mais le moment où on s'est croisé dans le regard, c'est ces moments d'altérité, c'est les cadeaux que la vie nous a fait. Parce que si tu n'as pas ça, t'es l'enfant loup. Voilà. Et donc, mais ce qui est très étonnant, c'est qu'après ça, qu'il faille ce chemin d'humilité et du service, hein, de nouveau, contemplation de la réalité pour elle-même, développement d'une certaine compétence, et puis mise de cette compétence au service, comme chemin pour que cette altérité puisse devenir une respiration quotidienne. C'est pour ça que on devrait plus aussi nous dire qu'il y a tout ce chemin-là. Et qu'en gros, je trouve que de prétendre que de l'adolescence à l'âge adulte, sans passer par le service, c'est une illusion complète. Complète. Et le plaisir du service, je trouve. Parce que servir, c'est extraordinaire. Tu t'approches de quelqu'un de différent
quelle que soit d'ailleurs la disparité, et tu fréquentes son altérité. C'est une expression extraordinaire, je trouve. Parce qu'il y a un C'est beau ce biais. que tu dis, parce que pour moi, Magdalena, c'était ça. Mais bien sûr, c'est ça. Et Bien c'est sûr, beau, c'est parce ça. que- Et une fois que tu as compris ça, mais tu as envie de rendre service. Tu vois, d'être dans cette... Ouais. Mais la condition des possibilités de ce service gratuit, c'est l'amour inconditionnel et gratuit qu'on a reçu auparavant. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, tu as raison. Mm. Tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, s'il n'y avait pas cette expérience, encore une fois, dans le sein maternel, oui, d'une forme d'amour qui est d'ailleurs plus que personnelle, qui vient de beaucoup plus loin, inconditionnel, on ne pourrait pas se lancer dans cette aventure. Tu as raison. Oui. C'est pour ça qu'un enfant qu'on ne ferait grandir que ex utero, en fait, Il n'a pas des racines. Enfin, c'est peut même pas pensable. s'appuyer C'est sur même pas quelque pensable. chose en lui-même pour donner. Ouais, non, c'est même pas pensable. C'est même pas pensable. Enfin, on ne donne pas, on redonne. Donc, si on n'a pas reçu, c'est difficile de redonner. Et c'est vrai, oui, non, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je parle même pas de la relation à l'autre, il y a déjà un risque dans le service. Il faut prendre le risque du service. Et c'est vrai que de laisser rêver les gens qui vont arriver à un amour de confiance, donc qui est le risque encore plus élaboré, sans passer par le risque du service, c'est pas possible. Donc en fait, c'est un profond mensonge que de croire qu'un jour l'amour va débarquer. Enfin, tu vois, il y en a qu'un. Dans ces cas-là, ça s'appelle le Christ. Mais l'amour va pas débarquer dans la relation à l'autre. C'est n'importe quoi. Et s'il débarque sous forme passionnelle ou charismatique, on va dire, où tout d'un coup, c'est pour se mettre en chantier derrière, par le service. Le garde-fou, là, c'est le respect. Tout à fait. Parce que c'est un garde-fou, en fait. Jusqu'où on peut aller, quand, etc. Et le respect. Alors, c'est la question, pour moi, est-ce que le respect, c'est pas le fruit de cet amour, tu vois, est-ce que le respect n'est pas adossé à la gratitude? C'est parce que tu as été aimé inconditionnellement à un moment donné, tout au début, que du coup, la gratitude d'avoir été aimé engendre du respect. Engendre du respect, certainement. Les respects, il y a la reconnaissance en amont Oui, voilà, du respect. en amont. Il y a l'éducation aussi. Alors en plus, mais précisément pour moi, une éducation, quand tu as été éduqué dans un minimum de gratitude, tu as le respect. Ouais. Par contre, aujourd'hui, tu peux être éduqué. Le jour, j'ai écouté quelqu'un qui dit on est passé de l'enfant serviteur à l'enfant roi et de l'enfant roi à l'enfant Dieu. Ouais. L'enfant roi est l'équivalent de l'adulte, mais l'enfant Dieu. Et donc le problème de l'enfant Dieu, c'est qu'il n'a plus aucune gratitude, puisque tout lui est dû. Et quand tu n'as plus de gratitude, tu ne peux plus respecter personne. Ouais. Mais On quand tombe vous sur le disiez- terme. Quand vous disiez justement élever par la gratitude, vous voulez dire élever les enfants à être dans la gratitude. Exactement. envers leurs parents. Exactement. C'est-à-dire, on en revient au regard contemplatif. Regardez tout ce qui t'est donné. C'est pour ça que tu ouvres les yeux. Ta journée ne suffira pas rien qu'à réceptionner tout ce qui t'est donné. Notre journée pourrait être de donner des accusés de réception à tous les cadeaux qui nous sont faits. Tu n'en finirais plus. Non, mais tu vois, tu n'en finirais plus de les remplir. Voilà. Et que c'est vrai de ne pas être éduqué à la gratitude. Enfin, de nouveau, je dirais, parce que la gratitude comme attitude morale volontariste, ça ne marche pas. Tu comprends avec tout ce que j'ai fait pour toi. Tu vois, c'est le même genre. Non, la gratitude, elle vient de l'émerveillement. Parce que quand tu t'émerveilles, alors tu vois comment l'inconnu qui vient à toi va te donner encore des choses que tu n'avais pas reçues. Et donc, du coup, tu ne peux qu'être... Le jugement d'existence contemplatif ne peut qu'engendrer une gratitude de plus en plus grande.